Les yeux de la citrouille n'étaient plus de simples creux, mais semblaient pleins comme s'ils avaient été remplacés par quelque chose de vivant, quelque chose d'humain. Il y a une tradition étrange dans ma ville. Tous les ans, la nuit d'Halloween, les habitants déposent des lanternes en papier au bord du lac. C'est une cérémonie en hommage aux disparus de la ville. Une façon de leur montrer qu'on pense encore à eux, qu'on n'oublie pas. Les plus anciens disent que les âmes des défunts suivent ces lumières pour retrouver la paix. Enfant, je trouvais ça poétique et effrayant à la fois. Mais je n'aurais jamais cru qu'un jour, cette tradition prendrait un tout autre sens pour moi. C'était il y a quelques années, et c'était la première fois que je déposais une lanterne seule, en mémoire de mon ami Liam. Il avait disparu mystérieusement un an plus tôt, le soir même d'Halloween. Les recherches n'avaient jamais rien donné, et certains disaient qu'il s'était simplement enfui. Mais moi, je savais que ce n'était pas vrai. Liam n'aurait jamais fait ça. Pas sans dire un mot, sans laisser une trace. Ce soir-là, je me suis rendu au bord du lac, déterminé à laisser une lanterne pour lui. La cérémonie était silencieuse, comme chaque année. Les gens déposaient les lanternes flottantes sur l'eau et regardaient les petites lumières s'éloigner, bercées par le vent. J'ai attendu la fin de la cérémonie pour m'avancer seul, avec ma lanterne. La brume s'élevait doucement du lac, créant une atmosphère irréelle. Les petites lumières vacillaient au loin, et je me suis senti étrangement apaisé. J'ai murmuré une prière pour Liam et posé ma lanterne sur l'eau. Elle est restée immobile un instant, puis a commencé à dériver lentement, rejoignant les autres. Alors que je regardais les lumières s'éloigner, j'ai entendu quelque chose derrière moi, un léger bruissement, comme des pas dans les feuilles mortes. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien. Juste la forêt sombre, et l'écho de mon souffle rapide. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer, et j'ai jeté un dernier coup d'œil au lac. C'est alors que j'ai remarqué une chose étrange. Une des lanternes, la mienne, semblait s'éloigner des autres, prenant une direction opposée. Elle avançait droit vers l'autre rive, celle que personne n'empruntait jamais. Une zone marécageuse et dense, où les arbres semblaient former un mur impénétrable. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais la curiosité l'a emporté. J'ai contourné le lac pour suivre la lanterne. Je me disais que c'était sûrement le vent qui l'avait dévié, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de penser à Liam. Et si cette lanterne me menait à lui? C'était absurde, mais je ne pouvais pas me résoudre à rentrer sans vérifier. Le chemin était difficile, et la lumière de la lanterne devenait de plus en plus faible à mesure que je m'enfonçais dans la brume. J'entendais des craquements, des bruissements, mais je me disais que c'était juste les animaux nocturnes. Tout allait bien, n'est-ce pas? Pourtant, une angoisse sourde montait en moi, une sensation de malaise impossible à ignorer. Soudain, la lanterne s'est arrêtée, comme suspendue sur l'eau, à quelques mètres de l'autre rive. Et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette. Au début, j'ai cru que c'était un reflet, une illusion créée par la brume et la lumière des lanternes. Mais remplissant les yeux, j'ai distingué clairement une forme humaine, debout au bord de l'eau, immobile. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Liam, ai-je murmuré, à moitié convaincu que ce n'était qu'un rêve. La silhouette n'a pas bougé, mais quelque chose m'a poussé à avancer. J'ai fait quelques pas prudents, le sol devenant de plus en plus mou sous mes pieds. Chaque pas me rapprochait de cette figure mystérieuse, et plus je m'avançais, plus elle semblait tangible. En arrivant sur l'autre rive, j'ai enfin vu son visage. C'était Liam. Ses traits étaient familiers, mais quelque chose clochait. Son regard était vide, ses yeux fixés sur moi comme s'il ne me reconnaissait pas. Une sensation glaciale m'a envahi, une peur viscérale. « Liam, qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il ne m'a pas répondu. Il se contentait de me regarder, son visage figé dans une expression que je ne pouvais déchiffrer. J'ai voulu tendre la main, mais il a reculé légèrement, comme un animal effrayé. La brume autour de lui semblait devenir plus dense, presque palpable. Puis il a murmuré, d'une voix faible, presque inaudible, « Ne me suis pas ». Avant que je ne puisse répondre, il a fait demi-tour et s'est enfoncé dans la brume, disparaissant progressivement.
J'ai voulu le suivre, mais mes pieds étaient comme enracinés dans le sol. J'ai crié son nom, encore et encore, mais seul l'écho de ma propre voix me répondait. La brume s'est refermée sur lui, et je suis resté là, paralysé par la peur. Quand la brume s'est dissipée, il n'y avait plus rien. La lanterne s'était éteinte, et l'autre rive était redevenue une simple étendue de marécage. Je me suis senti vide, comme si j'avais perdu une nouvelle fois mon ami. En rentrant chez moi, je n'ai rien dit à personne. Qui aurait cru une histoire pareille? Et pourtant, cette rencontre, cette vision, ne quittait pas mon esprit. Les jours ont passé, et les gens ont continué leur vie. Les lanternes ont été oubliées, la cérémonie rangée dans les souvenirs d'une nuit d'Halloween de plus. Mais pas pour moi. Chaque année, quand vient le moment de déposer une lanterne, je me tiens à l'écart, observant silencieusement. J'espère voir cette lumière s'éloigner encore, et pourtant je redoute le moment où elle le fera. Parce que je sais qu'un jour, ce n'est pas seulement Liam que je verrai sur cette rive, mais peut-être d'autres visages disparus. Ou pire, mon propre reflet dans l'eau sombre du lac. Il y a des souvenirs d'enfance qui vous hantent pour toujours. J'ai grandi dans un petit village où Halloween était une célébration plus mystérieuse que festive. Chaque année, des histoires de sorcières et de rituels interdits circulaient parmi les enfants, et on nous mettait en garde contre les bois qui entouraient notre village. Mais l'avertissement le plus persistant concernait un chant. On disait que, chaque Halloween, à minuit pile, on pouvait entendre une vieille femme chanter un air lugubre au fond des bois. Et que quiconque écoutait ce chant plus de quelques secondes se perdait à jamais. À l'époque, j'avais 11 ans, et je ne croyais qu'à moitié à ces histoires. Mes amis, eux, étaient fascinés par cette légende. Chaque Halloween, les plus téméraires d'entre eux prétendaient vouloir s'aventurer dans les bois pour entendre ce chant. Ils disaient qu'ils le feraient un jour, mais ce n'était que des paroles en l'air, jusqu'à ce que, cette année-là, ils décident que l'heure était venue de prouver leur bravoure. Ou plutôt la nôtre. Je me souviens encore de cette soirée. Nous étions 4, mes amis Paul, Thomas, Julie et moi. Nous avions pris la décision d'ignorer les avertissements des anciens du village et d'aller dans les bois, juste assez pour voir s'il se passait vraiment quelque chose. L'idée n'était pas d'y aller longtemps, juste le temps de tendre l'oreille et de rentrer. Mais dans notre tête d'enfant, ce plan semblait déjà être une aventure digne des grands films d'horreur. Les bois étaient étrangement calmes cette nuit-là. Le vent faisait à peine frémir les feuilles, et la lumière de la lune peinait à pénétrer les arbres épais. Nous avons marché jusqu'à une petite clairière que Paul connaissait. « On attend ici », a-t-il dit. Personne ne semblait vouloir briser le silence, alors nous avons attendu. Le temps passait lentement, chaque minute s'étirant comme une éternité. Et puis, je l'ai entendu. Un murmure lointain, presque inaudible, porté par une brise glaciale. La voix était vieille, faible, mais chargée de mélancolie. Un chant étrange, envoûtant, qui semblait flotter entre les arbres. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Paul a chuchoté, « Vous entendez ça ?» Julie a attrapé ma main, ses doigts tremblants. On aurait dû partir à cet instant, mais au lieu de cela, nous avons continué à écouter, fascinés par ce son qui n'avait rien d'humain. Le chant devenait de plus en plus distinct, presque hypnotique. Une mélodie douce et triste qui se répétait inlassablement. J'avais l'impression de comprendre les mots, sans vraiment pouvoir les entendre. Mes jambes étaient lourdes, comme ancrées dans le sol. J'essayais de détourner le regard vers mes amis, mais mes yeux restaient fixés sur les ténèbres des bois d'où provenait le chant. Thomas, qui était le plus curieux d'entre nous, a fait quelques pas vers la source du son. Je voulais lui dire d'arrêter, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais figé. Julie, elle, semblait comme hypnotisée, fixant un point invisible. Paul avait le regard vide, perdu dans l'écho du chant. Nous étions comme pris au piège. J'ai alors senti une pression sur mes tempes, un poids lourd dans ma tête, comme si une main invisible essayait de me forcer à avancer. J'ai lutté de toutes mes forces contre cette sensation, mon esprit se battant pour s'échapper de l'emprise de ce chant. Dans ma tête, une voix insistait, « Ne l'écoute pas. » Ne l'écoute pas, je ne savais plus si c'était ma propre pensée ou un avertissement extérieur.
Thomas avait presque disparu entre les arbres. La mélodie devenait plus forte, plus insistante. J'ai rassemblé tout mon courage pour tourner la tête et briser le contact avec les bois. J'ai crié, j'ai hurlé le nom de mes amis. Cette action a brisé le charme, et Paul et Julie ont sursauté, comme réveillés d'un rêve. Thomas, cependant, ne s'est jamais retourné. Nous avons pris la fuite, courant à travers les bois, trébuchant sur les racines et les pierres. Le chant s'estompa progressivement derrière nous, mais l'écho semblait s'accrocher à notre esprit, comme une chanson que l'on n'arrive pas à oublier. Une fois sortis des bois, nous avons couru jusqu'au village, haletant, nos visages blêmes sous la lumière des lampadaires. Quand nous avons enfin osé nous retourner, Thomas n'était pas là. Il n'était plus derrière nous. Les adultes, alertés par nos cris et notre apparence hagarde, nous ont ramenés chez nous, pensant que nous avions fait une crise de panique. Nous avons expliqué ce qui s'était passé, mais personne ne nous a cru. Pour eux, ce n'était qu'une énième frayeur d'Halloween. Les recherches pour retrouver Thomas ont duré des jours. Les villageois fouillèrent les bois, appelant son nom, mais sans résultat. Pas de traces, pas de pistes, comme s'il s'était évaporé. On nous a dit qu'il s'était probablement perdu et qu'il reviendrait. Mais dans le fond, je savais que ce n'était pas ça. Thomas avait suivi le chant. Il l'avait écouté trop longtemps. Aujourd'hui encore, je fais des cauchemars où j'entends cette vieille voix chanter son air lugubre. Et chaque année, à Halloween, le village est plongé dans un silence oppressant, comme si tout le monde craignait de réveiller quelque chose de sombre. Personne ne parle plus de cette nuit-là, et les bois sont désormais considérés comme un endroit maudit. Parfois, quand je me retrouve seul, je tends l'oreille, craignant de percevoir de nouveau ce chant mélancolique. Halloween a toujours été un événement spécial dans notre petite ville. Les rues se remplissaient de familles et d'enfants déguisés, des citrouilles sculptées illuminaient les porches et l'atmosphère devenait presque féerique avec cette légère brume qui s'élevait des champs environnants. Mais une année, ce qui devait être une soirée festive s'est transformé en cauchemar, et cette nuit-là, j'ai perdu mon amie Léna. Léna et moi avions 10 ans, et on adorait Halloween. Chaque année, on planifiait nos costumes ensemble, essayant de se surpasser l'une l'autre. Cette année-là, Léna avait décidé de se déguiser en fantôme, un costume assez simple, juste un vieux drap blanc avec 2 trous pour les yeux. Moi, j'avais opté pour une sorcière, comme à mon habitude. On était inséparables et notre tradition d'Halloween était de faire la tournée des maisons les plus effrayantes de la ville. La soirée avait bien commencé, on avait rempli nos sacs de bonbons et plaisanté avec les autres enfants. Tout allait bien jusqu'à ce que Léna suggère d'explorer une rue peu fréquentée près du vieux moulin. C'était une rue où peu de gens allaient, mais on aimait les sensations fortes et l'idée de faire quelque chose de différent cette année. La légende locale parlait d'un fantôme errant qui cherchait les enfants déguisés comme lui pour les emporter, mais pour nous, ce n'était qu'une histoire inventée pour nous effrayer. Arrivé dans cette rue, l'air semblait plus frais, et le brouillard s'épaississait légèrement. Les lampadaires vacillaient et les ombres projetées par nos costumes paraissaient démesurément grandes sur les façades des vieilles maisons. Léna était devant, sa silhouette blanche avançant avec assurance. Mais après quelques minutes, j'ai réalisé que quelque chose clochait. Il n'y avait aucun bruit, pas même le vent dans les arbres, et je n'entendais plus les rires des autres enfants au loin. Léna s'était éloignée un peu devant moi, et je me souviens avoir crié son nom pour lui dire de m'attendre. Mais elle ne s'est pas retournée. Elle marchait d'un pas régulier vers l'extrémité de la rue, où la lumière des lampadaires se faisait plus rare. Je me suis mis à courir pour la rattraper, mais j'avais l'impression de ne jamais combler la distance. Ma respiration devenait saccadée, et mon cœur battait la chamade. Quand j'ai enfin atteint l'endroit où elle se trouvait, Léna n'était plus là. Tout ce qu'il restait, c'était son drap blanc, abandonné au sol, comme si elle s'était évaporée. J'ai regardé autour de moi, espérant la voir surgir d'un coin, mais rien. La rue semblait étrangement silencieuse, presque étouffante. J'ai appelé son nom encore et encore, ma voix se perdant dans le brouillard. Mais aucune réponse ne vint. La panique m'a envahi, et je suis parti en courant chercher de l'aide. Quand je suis revenu avec les adultes, Léna était toujours introuvable. Les recherches se sont intensifiées, les policiers et les habitants ont ratissé la rue et les environs, mais personne ne trouvait la moindre trace d'elle.
Tout ce qu'on retrouvait, c'était ce drap blanc, abandonné comme une coquille vide. Les jours qui ont suivi ont été marqués par des interrogatoires, des battues et des théories effrayantes. On parlait d'un enlèvement, d'un accident, de tout sauf de ce qui, au fond de moi, semblait évident. Léna n'avait pas simplement disparu, elle avait été emportée. Les autres enfants racontaient avoir vu une silhouette blanche dans le brouillard, une figure qui paraissait suivre Léna, mais personne ne les prenait au sérieux. Les adultes parlaient de la pression, de l'imagination débordante des enfants, mais ces témoignages résonnaient étrangement en moi. Les semaines ont passé, et la ville a lentement repris son rythme, mais pour moi, rien ne serait plus jamais pareil. Chaque nuit, je faisais le même cauchemar, Léna marchant devant moi, sa silhouette disparaissant progressivement dans le brouillard, sans jamais se retourner. À chaque fois, je me réveillais en sursaut, le cœur battant, avec cette sensation oppressante de vide. Les années ont passé, mais cette nuit me hante encore. J'évite désormais cette rue, même de jour. Les rumeurs ont continué à circuler, comme quoi d'autres enfants déguisés en fantômes auraient été aperçus errant seuls avant de disparaître à leur tour. Personne ne sait ce qui est arrivé à Léna, et personne n'ose vraiment affronter la réalité, qu'une vieille légende n'en était peut-être pas une. J'ai depuis quitté cette ville, mais chaque Halloween, je me rappelle de cette rue et de la silhouette de Léna qui s'éloigne, jusqu'à ce que le brouillard l'engloutisse. Et je me demande si, quelque part, elle erre encore, cherchant un moyen de revenir, ou si elle fait désormais partie de ce voile de brume qui entoure cette rue. Vous savez, quand on est enfant, Halloween, c'est toujours cette période magique où la peur se mélange à l'excitation des friandises et des déguisements. Mais pour moi, une nuit d'Halloween a changé à jamais ma perception de cette fête. J'avais une dizaine d'années à l'époque, et avec mon groupe d'amis, on aimait se lancer des défis pour prouver qui était le plus courageux. Cette année-là, le défi était de rendre visite à Madame Garrison, une vieille dame solitaire qui habitait une maison délabrée à l'extrémité de notre quartier. La rumeur disait que Madame Garrison fabriquait ses bonbons elle-même, et que ceux qui en mangeaient faisaient des cauchemars effrayants. Pourtant, aucun de nous n'y croyait vraiment. Pour nous, c'était juste une vieille légende que les grands avaient inventée pour nous faire peur. Mais, à 10 ans, il ne nous en fallait pas beaucoup pour vouloir jouer les héros. Alors, avec Sam et Lily, on a décidé de tenter notre chance. Je me souviens que la maison de Madame Garrison se dressait à l'ombre de vieux arbres aux branches tordues, donnant l'impression qu'elle cherchait à attraper les passants. Ce soir-là, la maison était plongée dans l'obscurité, à peine éclairée par quelques lanternes faiblardes. Nous avons frappé timidement à la porte, presque en retenant notre souffle. Quand Madame Garrison est apparue, enveloppée dans un vieux châle noir, j'ai senti un frisson me parcourir. « Joyeux Halloween, mes petits », a-t-elle murmuré d'une voix rauque. Elle nous a tendu des bonbons emballés dans un papier argenté avec des motifs bizarres dessus, presque hypnotiques. J'ai voulu dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. À cet âge, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre, alors on a juste pris les bonbons et on est parti en courant, riant nerveusement une fois assez loin de la maison. Mais la suite, c'est là que tout a basculé. Ce soir-là, en rentrant, j'ai voulu montrer les bonbons à mes parents, mais ma mère a froncé les sourcils en voyant les motifs sur le papier. « Où as-tu eu ça ?» m'a-t-elle demandé, l'air inquiet. Je lui ai répondu honnêtement, et elle m'a dit de ne pas les manger. Mais bien sûr, je n'ai pas écouté. Je me rappelle encore du goût étrange des bonbons, sucrés au début, puis un arrière-goût métallique, comme si j'avais du fer sur la langue. Rien de bien grave, ai-je pensé. Mais cette nuit-là, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit, trempé de sueur, avec une sensation de présence oppressante dans ma chambre. Les ombres dansaient sur les murs, se déplaçant de manière vivante. Puis, j'ai entendu quelqu'un chuchoter mon nom, tout près de mon oreille. Je n'ai pas osé bouger. J'ai fermé les yeux, priant pour que ça s'arrête, mais la sensation d'être observé ne faisait que s'intensifier. Je me suis finalement levé et j'ai allumé la lampe. Rien. Mais les ombres semblaient toujours présentes, comme si elles m'espionnaient depuis les coins de ma chambre. Le lendemain matin, j'ai raconté mon cauchemar à Sam et Lily. C'est là que j'ai appris qu'eux aussi avaient mangé les bonbons et fait des rêves similaires. Des cris, des ombres,
des murmures et cette sensation d'être suivie, surveillée. Lily, elle, avait même trouvé des griffures sur ses bras en se réveillant, comme si quelqu'un l'avait attrapée dans son sommeil. Les jours suivants, les cauchemars ne se sont pas arrêtés, au contraire, ils se sont intensifiés. On a commencé à voir des choses en pleine journée, des ombres se glissant furtivement derrière nous, des murmures dans des pièces vides, et cette sensation permanente d'être traqués. Plus ça continuait, plus nous étions convaincus que ces bonbons avaient quelque chose de malsain, de surnaturel. Mes parents, inquiets de me voir si perturbé, ont fini par aller voir Madame Garrison pour lui demander des explications. Ils n'étaient pas les seuls, d'autres parents avaient eu la même idée. Mais quand ils sont arrivés à sa maison, elle était vide. Plus de châle noir, plus de vieux meubles, juste une bâtisse abandonnée, comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ce que ma mère a trouvé sur le perron, un papier argenté, exactement comme ceux des bonbons, plié en un carré parfait. Elle l'a montré aux autres parents, et personne n'a su quoi dire. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelque chose de terrifiant s'était réellement passé. Les cauchemars ont fini par s'atténuer avec le temps, mais ils n'ont jamais vraiment disparu. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me réveiller au beau milieu de la nuit, avec cette impression oppressante que quelqu'un est là, dans l'ombre de ma chambre, m'observant. Vous savez, en grandissant, on apprend à rationaliser, à dire que ce ne sont que des histoires pour faire peur. Mais au fond de moi, je sais ce que j'ai vu, et je sais que c'était bien réel. Chaque Halloween, quand je vois les enfants du quartier partir en quête de bonbons, je ne peux m'empêcher de penser à Madame Garrison et à ses étranges friandises. Et à chaque fois, je me demande si elle est encore là, quelque part, en train de préparer de nouveaux bonbons pour d'autres enfants. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les fêtes costumées. Peut-être est-ce dû au fait que l'idée de cacher son visage me rend nerveux, ou que la foule m'oppresse. Pourtant, cette année-là, j'avais décidé de faire une exception. La petite ville où j'habitais organisait pour la première fois une grande fête de masques à Halloween, et tout le monde semblait impatient d'y assister. J'avais entendu parler de cette soirée mystérieuse par des amis, et malgré mes réticences, leur enthousiasme m'avait convaincu. L'invitation était précise, une fois masqué, il est interdit d'enlever son masque avant minuit. Ça m'avait paru bizarre, mais après tout, Halloween était censé être une nuit étrange. J'avais acheté un masque simple, une tête de corbeau avec des plumes noires et un long bec. L'ambiance macabre et élégante me plaisait, et je me disais que ça ne ferait de mal à personne d'essayer de profiter de cette soirée. En arrivant sur la grande place, j'ai été frappé par l'étrangeté de l'ambiance. Les rues étaient décorées de lanternes de citrouille et de guirlandes lumineuses, mais ce n'étaient pas les décorations habituelles et joyeuses. Les lumières étaient tamisées, créant des ombres profondes et mouvantes, et une légère brume rampait le long du sol, ajoutant une touche surnaturelle à l'ensemble. Les gens se promenaient en silence, leurs visages dissimulés sous des masques de toutes formes, animaux, figures grotesques, visages angéliques ou effrayants. J'avais l'impression de pénétrer dans un autre monde, un rêve ou un cauchemar, où chaque regard caché semblait percer le mien. Les premiers instants ont été marqués par une atmosphère de mystère presque excitante. J'observais les masques, essayant de deviner qui se cachait derrière chaque déguisement, mais la foule était immense. Les conversations étaient feutrées, chuchotées, comme si chaque mot prononcé à haute voix risquait de briser l'illusion. Plus le temps passait, plus je ressentais une étrange tension. Ce qui avait commencé comme une soirée agréable prenait une tournure inquiétante. Il y avait une froideur dans l'air, une impression sourde de malaise. Je ne reconnaissais plus personne, même mes amis, qui devaient pourtant être là. Les masques me fixaient, ou du moins c'est ce que j'imaginais, car il n'y avait pas de visage, pas d'émotion visible. Les regards étaient figés, glacials. L'horloge de la place sonnait les heures, et chaque coup semblait résonner plus fort que le précédent, comme une menace sourde. À un moment, j'ai remarqué un masque particulier, une simple face blanche, sans expression, lisse comme de la porcelaine. La personne portant ce masque se tenait immobile, légèrement en retrait. Contrairement aux autres invités qui déambulaient, ce masque semblait me suivre des yeux. Chaque fois que je détournais le regard, il se rapprochait un peu plus, sans bruit, sans mouvement visible. J'ai commencé à me sentir oppressé, ma respiration devenait lourde sous le masque de corbeau.
J'ai voulu l'enlever pour prendre l'air, mais une voix intérieure m'a rappelé la consigne, ne jamais enlever son masque avant minuit. L'idée de rompre cette règle, pourtant si anodine, me terrorisait sans raison apparente. Les minutes semblaient s'étirer, et l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Je n'arrivais plus à reconnaître l'endroit. Les lampadaires paraissaient s'éloigner, et la brume s'épaississait. Les masques sans émotion se tournaient tous vers moi, me regardant de leurs orbites creuses, leur sourire figé devenant de plus en plus menaçant à chaque instant. C'est alors que l'horloge a sonné 11 heures. Un grondement sourd a résonné dans l'air, comme si la terre elle-même vibrait sous nos pieds. Les conversations se sont éteintes d'un coup, et les invités masqués se sont figés. L'atmosphère festive s'était envolée, remplacée par une angoisse palpable. J'avais l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, était sur le point de surgir des ombres. Le masque blanc, celui qui m'avait suivi du regard, s'est avancé lentement vers moi. Sa démarche était fluide, presque irréelle. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, et j'ai senti une froideur glaciale m'envahir. Une voix, à peine un murmure, m'a soufflé à l'oreille, « Ne te retourne pas, ne lève pas le masque. » J'ai obéi, incapable de réfléchir, ma peur paralysant mon corps. La tension devenait insupportable. L'air semblait chargé d'électricité, et les masques autour de moi semblaient se rapprocher, formant un cercle oppressant. Des chuchotements montaient de la foule, des rires étouffés et des murmures incompréhensibles. Je me sentais observé, scruté par des dizaines de visages anonymes. Les regards me traversaient, et une sueur froide perlait sur ma peau. Quand l'horloge a finalement sonné minuit, une détonation forte a retenti, brisant le silence. Les masques se sont figés, et soudain, tout le monde a commencé à enlever le sien. Mais au lieu de retrouver des visages familiers, j'ai été confronté à l'horreur. Chaque masque retiré révélait un visage lisse, sans traits, sans bouche, sans yeux. Une masse informe de chair pâle où un visage humain aurait dû être. J'ai voulu hurler, mais ma gorge était sèche, mes muscles paralysés par la terreur. Mon propre masque semblait collé à ma peau, et chaque tentative pour l'ôter se heurtait à une douleur insoutenable, comme si je l'arrachais directement de mon visage. Les autres se tournaient vers moi, leurs masques tombaient au sol, et leurs visages informes fixés sur moi. J'étais le seul encore masqué, ou du moins, c'était ce que je croyais. Les derniers souvenirs que j'ai de cette nuit sont flous. Je me rappelle avoir couru, traversé des ruelles plongées dans l'obscurité, en entendant des pas rapides derrière moi. Quand je suis enfin rentré chez moi, mon masque était parti. J'avais des marques sur la peau, des traces profondes, et mon visage me semblait étranger dans le miroir. Depuis cette nuit, chaque fois que je vois un masque, je ressens cette angoisse glaciale revenir. J'ai la sensation que quelqu'un, ou quelque chose, m'a pris une part de moi. J'ai toujours pris Halloween au sérieux. Chaque année, je m'efforçais de trouver le costume le plus effrayant, le plus original, celui qui attirerait tous les regards. Cette année-là, je cherchais quelque chose de vraiment différent, alors quand j'ai entendu parler de cette boutique éphémère qui venait d'ouvrir dans une ruelle de la vieille ville, je n'ai pas hésité une seconde. La boutique était nichée entre deux vieux bâtiments, comme si elle avait surgi de nulle part. La vitrine poussiéreuse montrait une collection de masques étranges, et en entrant, une forte odeur de bois et de cire m'a assailli. Il y avait quelque chose de vieillot, presque désuet dans l'atmosphère. Une femme, apparemment la propriétaire, m'a accueilli d'un sourire énigmatique. Je lui ai dit que je cherchais un masque unique pour Halloween, quelque chose d'effrayant. Sans dire un mot, elle m'a conduit au fond de la boutique. C'est là que je l'ai vu. Suspendu seul sur un crochet en fer, le masque semblait presque m'appeler. C'était un visage grotesque, aux traits déformés et aux yeux rouges vifs, comme ceux d'un prédateur en chasse. Intrigué, j'ai demandé à l'essayer. La propriétaire m'a regardé fixement et, sans un mot, m'a fait un signe de la tête. En le mettant, j'ai ressenti une étrange chaleur, un sentiment de connexion que je ne m'expliquais pas. Je suis rentré chez moi avec le masque, convaincu que ce costume allait impressionner tout le monde. Le soir d'Halloween, je l'ai enfilé sans y penser à deux fois. Le masque épousait parfaitement les contours de mon visage, comme s'il avait été fait pour moi. C'était étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Je me souviens être sorti de chez moi,
fier de mon costume. En rejoignant mes amis, j'ai immédiatement su que j'avais fait mouche. Ils ont tous été impressionnés, certains ont même avoué avoir eu un frisson en me voyant arriver. Mais alors que la soirée avançait, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à ressentir une pression autour de mon visage, comme si le masque se resserrait. J'ai essayé de l'enlever discrètement, mais il semblait coller à ma peau. J'ai insisté, tirant de plus en plus fort, mais c'était inutile. La panique a commencé à m'envahir. J'avais beau tirer, le masque ne bougeait pas d'un millimètre. J'ai expliqué à mes amis ce qui se passait, mais ils pensaient que je plaisantais. Plus j'essayais de m'en débarrasser, plus la sensation de chaleur devenait insupportable. Pire encore, j'avais l'impression que le masque réagissait, comme s'il se fondait à mon visage. Au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre pied. J'avais des flashs de visions étranges, des images que je n'avais jamais vues, comme des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Je voyais des visages inconnus, déformés par la douleur, et je sentais des émotions qui n'étaient pas les miennes. Il y avait une voix, faible au début, qui s'amplifiait lentement. Elle chuchotait des choses incompréhensibles, des mots en une langue ancienne que je ne connaissais pas. Je me suis éloigné du groupe, luttant pour ne pas céder à cette pression dans ma tête. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre. Quand je suis passé devant une vitrine, je me suis figé. Le reflet qui me renvoyait n'était plus vraiment moi. Mes yeux semblaient plus sombres, presque noirs, et mon sourire, ce n'était plus un sourire. C'était une grimace tordue, quelque chose de malsain, de cruel. Je suis rentré chez moi en courant, espérant que mes parents pourraient m'aider à enlever ce maudit masque. Mais en arrivant devant le miroir de ma salle de bain, j'ai compris que c'était bien plus grave que ce que je croyais. Le masque ne faisait plus qu'un avec ma peau. Les contours du latex avaient fusionné avec mon visage, et chaque tentative pour le retirer ne faisait que me blesser davantage. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir, une terreur profonde qui me paralysait. Mon père a essayé de m'aider, utilisant des ciseaux pour découper le masque, mais chaque coupure me faisait hurler de douleur. C'était comme si le masque faisait partie de moi, comme si enlever un morceau revenait à arracher ma propre chair. Mes parents, impuissants, ont appelé les urgences, mais les médecins étaient tout aussi déconcertés. Ils m'ont gardé à l'hôpital sous observation, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais personne n'avait jamais vu ça. Au bout de quelques jours, ils ont décidé de me transférer dans une clinique spécialisée. J'ai passé des heures interminables dans cette chambre blanche, à écouter ces voix dans ma tête. Elles devenaient plus nettes, plus insistantes, me chuchotant des choses que je n'arrivais pas à comprendre, mais que je ressentais au plus profond de moi. Les jours se sont transformés en semaines. Mes parents ont fini par arrêter de me rendre visite, effrayés par ce que j'étais devenu. Le masque avait complètement fusionné avec ma peau, et mes yeux, autrefois normaux, étaient maintenant noirs comme l'encre. Les médecins n'avaient plus d'espoir, et moi non plus. J'étais prisonnier, piégé à l'intérieur de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Un jour, une infirmière est entrée dans ma chambre et m'a tendu un morceau de papier. C'était un vieux flyer, celui de la boutique où j'avais acheté le masque. Mais il y avait quelque chose de différent. Le flyer portait maintenant une phrase que je n'avais jamais vue auparavant, portée une fois, jamais rendue. Depuis, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Mon visage n'est plus le mien, et je ne suis plus vraiment là. Je suis devenu une coquille vide, habitée par quelque chose d'ancien, une force qui m'a volé mon identité. Et chaque nuit, quand je ferme les yeux, je revis cette nuit d'Halloween, cette boutique maudite, et cette erreur qui m'a coûté bien plus que ma liberté. Dans ma ville, Halloween était l'événement le plus attendu de l'année. Ce n'était pas seulement une question de déguisement et de bonbons, mais de traditions profondément ancrées. La plus grande de ces traditions, c'était le concours de sculpture de citrouilles. La place principale se remplissait de lanternes grimaçantes, et chaque famille rivalisait de créativité pour produire la citrouille la plus impressionnante. Cette année-là, ma famille avait décidé de participer sérieusement, avec l'idée folle de créer une véritable œuvre d'art terrifiante. Mon père, qui ne faisait jamais les choses à moitié, avait choisi une énorme citrouille, l'une des plus grosses que j'avais jamais vues. Il l'avait amenée à la maison avec fierté, et pendant des jours,
il avait travaillé d'arrache-pied pour sculpter un visage terrifiant. Je passais souvent du temps avec lui à regarder son travail, fasciné par la précision avec laquelle il sculptait chaque détail, les yeux profondément creusés, le rictus effrayant, les rides simulant une douleur intense. C'était presque trop réaliste, mais nous étions convaincus que cela nous ferait gagner. La veille d'Halloween, nous avons installé notre citrouille sur la place, parmi des dizaines d'autres, chacune éclairée par une bougie scintillante. La nôtre, avec ses traits saisissants, semblait dominer les autres, et j'étais fier de l'œuvre que mon père avait réalisée. La nuit tomba et la fête commença. Les habitants déambulaient entre les citrouilles, admirant les créations, se félicitant mutuellement pour leurs efforts. C'était un moment de communauté, où la peur et l'admiration se mêlaient dans une ambiance presque magique. Je me souviens de l'excitation qui m'habitait, mais rapidement, une sensation de malaise a commencé à me gagner. Il y avait quelque chose d'étrange, une odeur métallique qui flottait dans l'air, et des murmures qui semblaient émaner des citrouilles elles-mêmes. Je me disais que c'était juste l'ambiance d'Halloween, mais cela me paraissait de plus en plus réel. Mon père, tout aussi impliqué dans la fête, plaisantait avec les autres familles en les invitant à admirer notre chef-d'œuvre. Cependant, je n'arrivais pas à me détendre, comme si une menace invisible planait sur nous. Au moment de l'annonce des résultats, un cri a déchiré l'air. J'ai sursauté, et en me retournant, j'ai vu une femme, les yeux agrandis par la peur, pointer notre citrouille. Ce n'était plus la même œuvre d'art que nous avions sculptée. Les yeux creusés de la citrouille semblaient pleurer, des gouttes de cire rougeâtre coulaient de ses orbites. Mon père s'est approché, confus, pensant que quelqu'un avait ajouté des détails pour nous faire une blague. En touchant la citrouille, il a ramené ses doigts tachés d'un liquide épais. Ce n'était pas de la cire. Mon père, choqué, a reculé, et c'est à ce moment que l'odeur métallique s'est intensifiée. Une odeur de sang. Je me suis approché avec précaution, mon cœur battant à tout rompre. Je pouvais voir des gouttes de liquide rouge sombre s'échapper des yeux de la citrouille, et une traînée se former le long du piédestal sur lequel elle était posée. Les murmures parmi la foule se sont transformés en cris d'horreur. D'autres citrouilles, éparpillées sur la place, semblaient elles aussi se mettre à saigner. Le sol pavé de la place se recouvrait lentement de petites flaques de sang. Les rires des enfants avaient disparu, remplacés par des pleurs et des exclamations de surprise. Quelqu'un a tenté de toucher une citrouille, et s'est mis à hurler en sentant la chair sous le tissu de la sculpture. Une odeur de pourriture émanait des citrouilles, et cette impression de malaise s'est muée en terreur pure. C'est là qu'un homme a eu l'idée d'en casser une pour comprendre ce qui se passait. Il a pris une pelle et, d'un coup sec, a frappé une des citrouilles maudites. Ce que nous avons découvert à l'intérieur nous a glacé d'effroi. Des morceaux de chair en décomposition, mélangés à des fibres végétales, se trouvaient à l'intérieur. Les murmures se sont transformés en panique totale, et les gens ont commencé à fuir la place, craignant ce qu'ils avaient vu. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de cette scène macabre. Mon père, blême, répétait que ce n'était pas possible, que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait sculpté. Mais les preuves étaient là, sous nos yeux. Quelque chose, ou quelqu'un, avait altéré ces citrouilles de manière inexplicable. Les autorités sont intervenues, mais il était trop tard. La panique avait pris le dessus, et la fête était devenue une scène de chaos. Je me souviens avoir suivi mes parents en courant jusqu'à la maison. Nous avons fermé les portes, tiré les rideaux et attendu, trop terrifiés pour parler. Cette nuit-là, aucun de nous n'a fermé l'œil. Le lendemain, nous avons appris que toutes les citrouilles de la place avaient été brûlées par les autorités, mais cela n'a pas calmé les esprits. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, des gens parlaient de malédictions anciennes, de rituels oubliés, ou même d'un esprit vengeur venu se manifester à travers les citrouilles. Depuis cette nuit, personne n'a plus jamais osé organiser un concours de sculpture. Les familles ont cessé de sculpter des citrouilles, préférant les laisser intactes. Les citrouilles sculptées sont devenues un souvenir hanté par cette soirée, un rappel d'une nuit où quelque chose de sombre avait infiltré notre petite ville. Même des années plus tard, je reste marqué par ces images. À chaque Halloween, je ressens cette même odeur métallique, cette même sensation de malaise qui m'envahit. Et je me demande ce qui aurait bien pu se passer cette nuit-là. Les souvenirs ne s'effacent pas, et chaque automne,
lorsque les citrouilles commencent à apparaître devant les maisons, une partie de moi se prépare à revivre cette terreur. Il y a des histoires qu'on entend enfant et qui nous collent à la peau, même si on ne veut pas y croire. Dans notre ville, la légende de l'homme sans visage était une de celles-là. On se la racontait pour se faire peur, pour voir qui résisterait le plus longtemps avant de frissonner ou d'éclater de rire. Mais cette nuit d'Halloween, tout a basculé, et ce qui était un simple conte a pris une tournure effrayante. Tout avait commencé par un défi idiot. Mes amis et moi avions décidé de jouer les braves en nous séparant chacun dans une rue différente pendant quelques minutes. Pour prouver qu'on n'avait pas peur, disait-il. L'idée m'amusait et m'inquiétait en même temps. Après tout, Halloween, c'est l'occasion rêvée pour tester ses limites. Cette année, la ville était plongée dans un brouillard épais qui semblait rendre les lumières des lampadaires plus faibles, plus vacillantes. L'air avait une odeur humide, presque métallique, et tout semblait étrangement silencieux, comme si la ville retenait son souffle. Je me souviens m'être retrouvé seul dans une rue déserte, entouré de vieilles maisons aux fenêtres obscures. J'entendais encore les rires de mes amis, mais ils paraissaient si lointains que je me demandais si ce n'était pas mon imagination. L'atmosphère était oppressante, et chaque craquement, chaque bruissement des feuilles me faisait sursauter. La nuit était pesante, et l'air glacé me piquait la peau. C'est à ce moment que je l'ai vu. Une silhouette, au bout de la rue, se découpant dans le brouillard. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais je me disais que c'était sûrement l'un de mes amis essayant de me faire peur. J'ai commencé à marcher dans sa direction, mais plus je m'approchais, plus je sentais une angoisse sourde monter en moi. La silhouette restait immobile, comme si elle m'attendait. En plissant les yeux, j'ai essayé de distinguer un visage, mais je n'en voyais aucun. Juste une absence dérangeante, un vide là où des traits humains auraient dû se trouver. La panique a commencé à s'insinuer en moi. J'ai fait demi-tour, mais je sentais cette présence derrière moi, approchant lentement. Mon souffle devenait court et mes jambes, lourdes. J'avais l'impression d'avancer dans de la boue, chaque pas m'éloignant de moins en moins de cette chose. Quand je me suis retourné à nouveau, la silhouette avait disparu, mais je savais qu'elle était toujours là, quelque part, invisible mais présente. Je me suis mis à courir sans réfléchir, cherchant désespérément un endroit familier, un repère. Mon esprit me jouait des tours, et les ombres dansaient autour de moi, ricanant presque. Les rumeurs disaient que l'homme sans visage errait les nuits d'Halloween, cherchant des enfants solitaires pour les emporter avec lui. Des histoires pour enfants, pensais-je encore quelques minutes plus tôt. Mais maintenant, j'avais l'impression de vivre ce cauchemar éveillé. En arrivant au bout de la rue, j'ai retrouvé mon ami Charlie, les yeux écarquillés par la peur. Il m'a dit qu'il avait vu la même silhouette, se tenant immobile au coin d'une autre rue. Nous n'avons pas eu besoin d'en dire plus pour comprendre qu'il se passait quelque chose de terriblement réel. Ensemble, nous avons tenté de retrouver nos autres amis, mais chaque coin de rue nous renvoyait à de nouvelles silhouettes, de nouvelles présences sans visage. Le brouillard semblait s'épaissir autour de nous, et l'air devenait irrespirable. Plus nous avancions, plus l'atmosphère devenait lourde, comme si la ville elle-même nous enfermait. Ce que je n'oublierai jamais, c'est ce moment où nous avons trouvé Lisa, une amie proche, assise seule au bord d'un trottoir. Quand elle a levé la tête, son visage m'a glacé d'effroi. Ses traits, autrefois familiers, semblaient s'effacer, disparaître sous mes yeux. Ses yeux étaient devenus deux cavités sombres, et sa bouche n'était plus qu'une ligne indistincte. Elle a essayé de parler, mais aucun son ne sortait, comme si sa voix avait été arrachée avec son visage. Nous avons tenté de l'emmener, de la tirer hors de là, mais elle semblait figée, incapable de bouger. Et derrière elle, dans l'obscurité, la silhouette sans visage nous regardait, ou du moins, nous sentions son regard peser sur nous. Charlie a paniqué, et sans réfléchir, il a lâché Lisa pour fuir. Je suis resté, pétrifié, ne sachant plus quoi faire, le froid mordant mes membres. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais à un moment, j'ai senti la main glacée de cette chose se poser sur mon épaule. J'ai hurlé, et tout est devenu flou. Je me suis réveillé le lendemain matin, allongé au milieu de la rue, entouré de mes parents inquiets et des policiers. Lisa et Charlie avaient disparu. Personne ne m'a cru quand j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé.
Les adultes parlaient de mauvaises blagues, de crises de panique collective. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que quelque chose d'étrange et de terrifiant rôde encore dans notre ville les nuits d'Halloween, une présence qui se nourrit de notre peur et de notre solitude. Chaque année, quand octobre arrive, je ressens cette même angoisse sourde, cette impression que quelqu'un ou quelque chose m'observe, attendant son moment. Quand j'étais petite, Halloween avait toujours une touche de magie effrayante. Chaque année, j'avais hâte de fouiller dans le grenier de ma grand-mère pour trouver des accessoires de déguisement. Son grenier, c'était un trésor de vieux vêtements, de souvenirs et d'objets oubliés. Mais cette année-là, j'ai trouvé bien plus qu'un simple costume. Tout a commencé quelques jours avant Halloween. Je cherchais un déguisement unique, quelque chose qui me donnerait l'air d'une vraie sorcière, pas juste d'une gamine déguisée. Ma grand-mère m'avait souvent parlé des vêtements anciens qu'elle gardait là-haut, et j'avais toujours été fasciné par ces histoires de costumes d'un autre temps. En fouillant dans les vieilles malles, j'ai fini par tomber sur une robe en velours noir, enveloppée soigneusement dans un tissu poussiéreux. La robe était magnifique, sombre et élégante, avec des motifs en dentelle autour du col et des manches. Elle semblait à la fois ancienne et parfaitement conservée. En la sortant de la malle, une odeur de renfermé s'en est échappée, mais cela ne m'a pas dérangé. C'était exactement ce que je cherchais. Je l'ai essayé immédiatement, sans prêter attention à l'avertissement de ma grand-mère qui m'avait toujours dit de ne pas toucher aux vieilles robes de famille. Dès que je l'ai enfilée, j'ai ressenti une étrange sensation. La robe me serrait, comme si elle voulait épouser chaque contour de mon corps. Mais au lieu de m'inquiéter, j'ai trouvé ça excitant, comme si elle avait été faite sur mesure pour moi. J'ai passé des heures devant le miroir du grenier, me contemplant sous tous les angles. La robe me donnait une allure sinistre, parfaite pour la nuit d'Halloween. Ma grand-mère m'a trouvé là, encore vêtue de cette robe, et elle a pâli en me voyant. Elle m'a demandé sèchement de l'enlever, disant que ce vêtement appartenait à quelqu'un qui avait rencontré une fin tragique. Mais je n'ai pas écouté. Je voulais briller à Halloween, et cette robe était exactement ce qu'il me fallait. Le soir venu, je suis sorti avec mes amis pour la tournée des maisons. Les premières heures ont été parfaites, tout le monde complimentait mon costume. Mais rapidement, des choses étranges ont commencé à se produire. J'ai senti une pression de plus en plus forte autour de ma taille et de mes bras. À chaque mouvement, la robe semblait se resserrer davantage, comme si elle se fondait sur ma peau. La sensation devenait de plus en plus oppressante. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, me disant que ce n'était qu'une réaction à l'excitation de la soirée. Mais l'inquiétude m'a rattrapé quand mes amis ont commencé à me regarder avec des visages pleins de confusion et de malaise. L'un d'eux m'a fait remarquer que mes yeux avaient changé de couleur. En me regardant dans le reflet d'une fenêtre, j'ai vu que mes iris étaient devenus d'un noir profond. J'ai pris peur, mais j'ai tenté de me convaincre que c'était à cause de la faible lumière. Quand j'ai voulu rentrer chez moi, je me suis rendu compte que j'avais perdu tout repère. Les rues familières semblaient soudainement étrangères, comme si le brouillard m'avait piégé dans un endroit que je ne reconnaissais plus. La robe se collait à moi, et chaque pas que je faisais devenait plus difficile, comme si quelque chose me retenait. En arrivant chez moi, je me suis précipité dans la salle de bain pour essayer d'enlever cette maudite robe. Mais les boutons refusaient de se défaire, et les coutures semblaient se resserrer de plus en plus. Ma respiration s'accélérait, et je sentais une panique grandissante monter en moi. J'ai attrapé des ciseaux pour découper le tissu, mais à chaque tentative, la lame glissait sur le velours sans l'entamer, comme si la robe était faite de quelque chose de bien plus solide. Des souvenirs étranges me traversaient l'esprit, des images que je ne reconnaissais pas, des scènes d'une autre époque, des visages inconnus marqués par la peur. Une voix résonnait doucement, me murmurant des mots incompréhensibles. Je n'étais plus seul dans cette robe, il y avait quelque chose, une présence que je ne pouvais pas chasser. Ma grand-mère, entendant mes cris, est entrée précipitamment dans la salle de bain. Elle m'a vu lutter, les mains ensanglantées d'avoir tiré trop fort sur les coutures. Elle a pris une grande inspiration, comme si elle savait exactement ce qui se passait. « Je t'avais dit de ne pas toucher à cette robe », m'a-t-elle dit en s'emparant des ciseaux. Elle m'a murmuré des mots que je n'avais jamais entendus, des prières ou des incantations, je ne sais pas. La robe a semblé se détendre légèrement,
mais pas assez pour que je puisse la retirer. Pendant ce qui m'a semblé des heures, ma grand-mère a essayé de couper le tissu, de m'arracher cette robe de force, mais chaque tentative laissait des marques sur ma peau. À chaque coup de ciseau, je sentais une douleur intense, comme si la robe était devenue une extension de mon propre corps. Finalement, après des efforts désespérés, ma grand-mère a réussi à déchirer le col, et la robe est tombée au sol. J'étais en état de choc, les mains tremblantes, le souffle court. Quand je l'ai regardée, elle était redevenue une simple robe, sans vie, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Les jours qui ont suivi, j'ai évité de parler de cette expérience. La robe a été brûlée, et ma grand-mère m'a interdit de retourner fouiller dans son grenier. Mais quelque chose en moi avait changé. Je faisais des cauchemars dans lesquels je portais cette robe et j'errais dans des couloirs sombres, une ombre me suivant toujours de près. Chaque Halloween, cette sensation de poids et de présence revenait, comme un rappel de cette nuit où j'avais réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Depuis, je n'ai plus jamais osé me déguiser. Le souvenir de cette robe et des voix qui l'habitaient me hante encore. Quand je passe devant le grenier de ma grand-mère, j'évite de croiser son regard, de peur qu'elle voie la terreur toujours gravée en moi. Je n'aurais jamais dû accepter ce pari. À l'époque, c'était juste une de ces nuits d'Halloween où l'adrénaline et les rires entre amis nous poussent à faire des choses stupides. Mais cette fois, l'idiotie a pris une tournure bien plus sinistre. C'était l'année où tout le monde parlait de la rue de l'oubli. Une simple ruelle, pourtant, mais que personne ne semblait vraiment connaître, sauf de nom. Les légendes locales disaient que, la nuit d'Halloween, une rue fantôme apparaissait brièvement et disparaissait avec ceux qui s'y aventuraient. Moi, évidemment, je n'y croyais pas. Mes amis, eux, s'amusaient à m'en parler sans arrêt. Et puis, cette nuit-là, à moitié pour les impressionner, à moitié pour me prouver que ce n'était qu'une histoire pour gamins, j'ai accepté de chercher cette fameuse rue. Nous étions tous en costume, un peu éméchés, et l'idée de découvrir une rue cachée paraissait plus excitante que terrifiante. L'air frais d'octobre mordait la peau, et l'ambiance était amplifiée par le silence inhabituel des petites heures du matin. C'est alors que tout a changé. Nous étions dans un quartier un peu éloigné, là où les vieilles maisons de pierre se dressaient en rangées serrées, presque intimidantes. Les autres m'ont défié de trouver la rue de l'oubli par moi-même. Je me rappelle encore leurs sourires moqueurs et leurs encouragements à peine sincères. « Tu n'oseras jamais », m'a lancé Thomas, l'ami qui trouvait toujours le moyen de mettre la pression. Évidemment, je ne pouvais pas lui donner raison. J'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à marcher seul, me promettant de revenir rapidement pour les faire taire. La rue principale était bien éclairée, mais les ruelles latérales se perdaient dans l'obscurité. J'avançais prudemment, jetant des coups d'œil aux bâtiments décrépits. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de curieux, une petite allée, discrète, que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me suis aventuré plus loin, curieux, mais pas raisonnant sur les pavés humides. L'allée semblait s'étirer au fur et à mesure que j'avançais. La lumière des lampadaires de la rue principale s'amenuisait, et la brume s'épaississait autour de moi. Le sol sous mes pieds devenait glissant, et une étrange odeur de terre mouillée et de métal flottait dans l'air. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais la rue m'attirait inexorablement. Soudain, la ruelle s'est élargie et s'est transformée en une rue à part entière. Des maisons que je n'avais jamais vues se dressaient de chaque côté. Elles étaient silencieuses, sombres, leurs volets fermés comme si elles avaient été abandonnées depuis des décennies. J'ai eu cette impression étrange de pénétrer dans un lieu figé dans le temps. Mon cœur battait de plus en plus fort, mais la curiosité me poussait à continuer. J'ai marché un peu plus loin, jusqu'à ce que je remarque un détail étrange. Il n'y avait aucune fenêtre ouverte, aucune lumière à l'intérieur des maisons. Juste ces façades mornes et cette rue qui s'étirait à l'infini devant moi. Mes amis auraient dû être quelque part derrière moi, mais je ne les entendais plus. La rue semblait avaler les sons. C'était comme si j'étais seul dans un monde parallèle. La brume s'épaississait, rendant la rue presque impénétrable au regard. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. J'ai voulu faire demi-tour, mais en me retournant, j'ai réalisé avec horreur que l'entrée par laquelle j'étais venu avait disparu. À la place, une autre rangée de maisons se dressait devant moi. C'est là que la panique a commencé à m'envahir.
J'ai essayé d'appeler mes amis, mais ma voix semblait se perdre dans le silence pesant. La rue elle-même paraissait vivante, ce jour de moi. J'ai couru, essayant de retrouver un point de repère, une sortie, mais chaque ruelle menait à une autre rue identique, avec ses maisons aux volets clos et ses façades grises et lépreuses. La sensation d'être observé devenait presque palpable. À un moment, j'ai cru apercevoir une silhouette au loin. Quelqu'un, ou quelque chose, me tournait le dos, immobile. J'ai senti une vague de soulagement, croyant avoir enfin trouvé quelqu'un. Mais plus je m'approchais, plus cette silhouette me semblait anormale. Elle ne bougeait pas, et sa position était rigide, comme une statue. Quand je suis arrivé à quelques mètres, la silhouette s'est soudainement tournée, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de visage. Juste une surface lisse, une absence complète d'identité. Cette chose me fixait, même sans yeux, et une pression invisible écrasait ma poitrine. J'ai fait un pas en arrière, et la silhouette a avancé lentement vers moi. J'ai pris la fuite, mon cœur battant à tout rompre, courant à l'aveugle dans cette rue qui semblait s'étirer à l'infini. J'ai fini par m'effondrer, épuisé, le souffle court, la peur me paralysant. Je n'entendais plus rien, à part ma propre respiration et le bourdonnement sourd qui résonnait dans ma tête. Puis, un silence total. J'ai fermé les yeux, espérant me réveiller de ce cauchemar. Quand je les ai rouverts, j'étais de retour sur la rue principale, mes amis autour de moi, leurs visages blêmes de soulagement. Ils m'ont dit que j'avais disparu pendant presque 1 heure, et que la rue où je m'étais engouffré avait tout simplement disparu. Je n'ai jamais su comment j'en étais sorti. Depuis cette nuit, personne ne parle plus de la rue de l'oubli. Mais parfois, tard le soir, quand je marche seul dans la rue, j'ai l'impression de voir cette petite allée apparaître brièvement, juste à la limite de mon champ de vision. Je ne sais pas ce que c'était, ni comment j'en suis revenu. Tout ce que je sais, c'est que cette rue existe quelque part, attendant de réapparaître pour piéger de nouveaux curieux. Et cette idée me hante encore aujourd'hui. Je ne suis pas du genre superstitieux. Les histoires de fantômes, les légendes urbaines, ça n'a jamais vraiment marché sur moi. J'étais de ceux qui se moquaient des récits d'esprits frappeurs et des vieilles superstitions familiales. Mais un soir d'Halloween, tout a changé. J'ai trouvé un livre qui n'aurait jamais dû exister, et depuis, je ne dors plus vraiment tranquille. C'était l'année où notre bibliothèque municipale avait organisé une vente de vieux livres pour récolter des fonds. Le genre d'événement où on pouvait dénicher des éditions rares ou des volumes oubliés. Avec quelques amis, on y est allé pour fouiner et chercher des grimoires anciens à utiliser comme décoration d'Halloween. L'idée nous faisait rire, et ça correspondait à notre tradition d'acheter des choses glauques pour notre soirée annuelle. En fouillant parmi les étagères, mon regard est tombé sur un livre étrange, à la couverture en cuir noir et aux inscriptions en lettres dorées légèrement effacées. Le titre était presque illisible, quelque chose comme « Le livre des malédictions » ou « Le grimoire des ombres ». Je me souviens l'avoir pris en main, et avoir ressenti une légère décharge statique, comme si le livre m'avait choisi plutôt que l'inverse. Le vieil homme chargé de la vente m'a regardé avec un air bizarre quand je suis allé payer. Il m'a juste dit « Ce livre ne devrait pas être là ». J'ai ri, croyant qu'il tentait de m'effrayer, et je l'ai acheté quand même. Je l'ai ramené chez moi, fier de ma trouvaille. C'était parfait pour notre soirée. Plus tard dans la soirée, mes amis sont venus et nous avons commencé à nous raconter des histoires effrayantes, comme on le faisait chaque année. L'ambiance était parfaite, bougies allumées, citrouilles sculptées, et notre salon décoré comme une maison hantée. J'ai sorti le livre et je l'ai posé au centre de la table, pensant que ça ajouterait une touche dramatique à nos histoires. En le feuilletant, j'ai réalisé que chaque page semblait contenir des histoires courtes, des récits de malédictions et de sorts étranges, tous datés d'Halloween des années passées. C'était fascinant, mais aussi un peu perturbant. Les histoires étaient écrites à la première personne, comme des confessions, et les noms des personnes étaient détaillés, avec les dates de chaque événement. L'une des histoires, en particulier, a attiré mon attention. Elle portait mon prénom et parlait d'un jeune homme de mon âge vivant dans une ville qui ressemblait étrangement à la nôtre. L'histoire racontait comment il avait trouvé un vieux livre à la bibliothèque lors d'une vente et l'avait ramené chez lui. La coïncidence m'a fait frissonner,
mais je me disais que c'était juste un hasard. Plus je lisais, plus je me rendais compte que l'histoire décrivait des détails précis de ma vie, des événements passés que je n'avais jamais partagés avec mes amis. C'était troublant, mais j'essayais de ne pas le montrer. Quand mes amis m'ont demandé ce que je lisais, j'ai refermé le livre brusquement et prétendu que ce n'était qu'une vieille légende ennuyeuse. Mais au fond de moi, l'inquiétude grandissait. Après avoir accompagné mes amis, je suis resté seul avec le livre. Une idée folle me traversait l'esprit, et si ce livre écrivait les histoires des gens qui le trouvaient? Et si, la prochaine page était la mienne? Mon esprit rationnel voulait tout rejeter en bloc, mais la curiosité l'emportait. J'ai rouvert le livre et tourné lentement les pages, avec cette sensation désagréable de découvrir quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Puis je suis arrivé sur une nouvelle page blanche. À cet instant, le livre s'est mis à trembler légèrement, comme agité par une vie propre. Des mots ont commencé à se former sous mes yeux, apparaissant lentement sur le papier. Mon prénom. Ma description. Ce que je venais de faire cette nuit. Mon sang s'est glacé. Je n'avais raconté l'histoire à personne, et les événements du jour étaient détaillés précisément. La peur m'a paralysé. Je n'osais plus tourner la page, de peur de lire ce qui allait m'arriver. Pourtant, c'était comme si une force invisible me poussait à continuer. La dernière ligne que j'ai lue mentionnait un bruit sourd venant de la porte d'entrée. Le livre disait « Il entend un grattement à la porte ». À cet instant, j'ai entendu ce même grattement, léger mais distinct, résonner dans la maison vide. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur. Mon esprit cherchait une explication logique, mais mon corps était figé de peur. Je suis resté assis là, tremblant, incapable de bouger, le regard rivé sur la porte. Le grattement est devenu plus fort, comme si quelque chose essayait de forcer son entrée. J'ai entendu un souffle, comme un murmure derrière la porte. Un murmure qui répétait mon nom. J'ai pris le livre et je l'ai jeté dans la cheminée, en espérant qu'il brûlerait et que tout ça cesserait. Les flammes ont commencé à lécher les bords de la couverture, mais le livre semblait résister. Je pouvais entendre une sorte de gémissement s'élever du foyer, comme une plainte étouffée. Puis, tout s'est arrêté. Le livre s'est consumé rapidement, ne laissant que des cendres. Le grattement a cessé et un silence oppressant a envahi la maison. Mais cette sensation de terreur n'est jamais vraiment partie. Depuis cette nuit, je ne peux m'empêcher de me demander si les cendres de ce livre sont vraiment inoffensives, ou si elles ont emporté avec elles une partie de moi. Chaque Halloween, j'ai l'impression de sentir ce grattement revenir, plus faible, plus distant, mais toujours là. Et parfois, quand je suis seul, j'ai l'impression d'entendre encore ce murmure. Celui qui répète mon nom. Je n'avais jamais été un grand fan d'Halloween. Les déguisements, les friandises et les décorations effrayantes, tout ça me semblait un peu ridicule. Mais cette année-là, quelque chose m'a poussé à participer. C'était probablement la curiosité, ou peut-être l'ennui, je ne sais pas. La ville annonçait une grande parade nocturne, un événement qu'on disait inspiré des vieilles légendes locales. Les anciens racontaient qu'une fois par an, à Halloween, une parade sinistre traversait la ville, menée par des âmes perdues cherchant à se libérer de leur malédiction. Personne ne prenait ces histoires au sérieux, bien sûr. C'étaient juste des contes racontés pour amuser les touristes et les enfants. Moi, je trouvais tout cela fascinant, mais purement folklorique. Jusqu'à cette fameuse nuit. Je me souviens qu'il faisait particulièrement froid cette soirée-là. La brume était tombée plus tôt que d'habitude, et les rues étaient baignées dans une étrange lumière jaune émanant des vieux lampadaires de la ville. La parade devait commencer à minuit, et la foule s'était déjà rassemblée le long des trottoirs, impatiente de voir ce spectacle. L'atmosphère était électrique, une excitation mêlée à une légère appréhension. Je m'étais posté près de l'entrée du parc, où la parade devait débuter. La musique a commencé doucement, un air lent, presque funèbre. Je m'attendais à voir des chars décorés, des danseurs déguisés et des acteurs jouant le rôle de créatures macabres. Mais ce qui est apparu au coin de la rue n'avait rien de festif. Ils arrivaient en silence. Une longue file de personnes, vêtues de costumes anciens, leurs visages peints de motifs inquiétants ou masqués par des voiles grisâtres.
Leurs tenues semblaient d'une autre époque, comme si elles étaient sorties d'un tableau victorien. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur démarche, ils ne marchaient pas vraiment, mais avançaient d'un pas traînant, presque en flottant, leurs pieds glissant sur le pavé. Ce qui m'a frappé, c'était leur silence. Les gens autour de moi murmurèrent des commentaires au début, puis le silence s'installa, comme si la foule avait été hypnotisée par cette procession lugubre. Je ressentais une tension grandissante, une peur sourde qui montait lentement. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette parade. Les spectateurs étaient immobiles, presque figés, leurs visages devenant de plus en plus pâles à mesure que les membres de la procession passaient. La première personne que j'ai vraiment vue était une femme, le visage à moitié dissimulé par un voile. Elle me fixait avec des yeux creux, vides, comme si elle ne voyait pas vraiment, ou voyait à travers moi. Son voile flottait doucement, malgré l'absence totale de vent. Elle avançait lentement, ses mains repliées devant elle, comme en prière ou en supplication. Puis, il y avait un homme, grand et maigre, vêtu d'une redingote noire qui semblait usée et poussiéreuse. Il portait un masque en os, représentant un crâne humain, et de chaque côté de ce masque pendaient de longues plumes grises, sales. Il avait une lanterne à la main, mais au lieu de projeter de la lumière, celle-ci semblait émettre une lueur sombre, comme une ombre en mouvement. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi s'est mis à hurler intérieurement. Je voulais partir, mais mes jambes refusaient de bouger. La foule autour de moi était tout aussi figée, leurs yeux rivés sur la parade qui continuait son chemin. Les visages de la procession changeaient au fur et à mesure, mais ils avaient tous un point commun, une absence totale d'émotion, une sorte de vide effrayant. J'ai tenté de me détourner, de reprendre mes esprits, mais une force invisible semblait me maintenir sur place. Et puis, un détail m'a frappé, chaque personne dans cette parade ressemblait étrangement à des visages que j'avais déjà croisés. Des gens que je connaissais vaguement, des habitants de la ville que je n'avais pas vus depuis longtemps, ou même des figures connues des histoires locales. Certains portaient des cicatrices que je reconnaissais, des détails marquants qui semblaient trop familiers pour être de simples coïncidences. Une femme en particulier m'a glacé le sang. Elle portait une robe blanche déchirée, couverte de taches de boue, et ses cheveux longs et emmêlés pendaient devant son visage. Elle ressemblait étrangement à une fille qui avait disparu de notre école il y a quelques années. J'ai secoué la tête, me disant que c'était impossible, que mon esprit me jouait des tours. Mais quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai reconnu son regard, ce regard que je n'avais jamais oublié. Je me suis mis à trembler, et j'ai enfin trouvé la force de bouger. J'ai poussé la foule pour m'éloigner, sentant les regards des membres de la parade suivre chacun de mes pas. Une fois sorti de l'attroupement, j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à chez moi, haletant et le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression que les membres de la parade me suivaient, que chaque coin de rue cachait un autre visage vide, prêt à m'engloutir. Une fois chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux et je me suis recroquevillé sur mon lit, écoutant les bruits de la nuit. Mais il n'y avait aucun son. Juste un silence oppressant. Ce n'est que le lendemain matin que je me suis rendu compte que j'avais laissé mon téléphone sur place, là-bas, dans la foule. Je n'ai jamais eu le courage d'y retourner pour le chercher. Les jours suivants, je n'ai parlé de ce que j'avais vu à personne. Les gens racontaient la parade comme une performance particulièrement étrange, mais personne n'avait vraiment relevé l'aspect sinistre de ce que nous avions vécu. On aurait dit que tout le monde voulait oublier. Depuis, chaque Halloween, je ressens cette angoisse grandissante au fond de moi, cette peur irrationnelle de voir la parade passer sous ma fenêtre. J'ai quitté la ville depuis, mais je sais que cette procession continue chaque année, quelque part, attirant ceux qui se perdent dans son sillage. J'ai grandi dans un quartier où chaque maison semblait avoir une histoire. Des histoires souvent banales, mais parfois inquiétantes. Parmi elles, il y avait cette vieille maison au bout de la rue, celle que tout le monde évitait, même en plein jour. C'était une vieille bâtisse à l'allure austère, avec des volets toujours fermés et un jardin envahi par les mauvaises herbes. Les rumeurs disaient que la propriétaire, une vieille femme, avait disparu des années auparavant, et que personne n'avait jamais osé y retourner depuis. Un Halloween, poussé par l'ennui et le besoin d'adrénaline, mes amis et moi avons décidé de nous aventurer dans la cour arrière de cette maison. Nous n'avions pas prévu d'entrer, juste de jeter un coup d'œil.
C'était censé être un simple défi pour se prouver qu'on n'était pas des trouillards. En y repensant, je me dis que c'était une idée terriblement stupide. Ce soir-là, la lune était cachée derrière de lourds nuages, et la lumière des lampadaires se reflétait à peine sur les murs écaillés de la vieille maison. Nous avons escaladé la vieille clôture rouillée et traversé le jardin sauvage jusqu'à une porte dérobée, à moitié dissimulée par des ronces. La porte était étonnamment facile à ouvrir, comme si elle n'avait jamais été verrouillée. Mes amis m'ont poussé en avant, me traitant de poule mouillée quand j'ai hésité. Je me suis donc avancé, une lampe torche à la main. À l'intérieur, l'air était lourd et poussiéreux, et chaque pas semblait résonner dans le silence étouffant de la vieille maison. Les meubles étaient encore en place, comme si les occupants avaient tout quitté en un instant, laissant derrière eux des traces d'une vie passée. Mon esprit vagabondait entre la curiosité et la peur. Je voulais voir ce qu'il y avait au-delà, mais une petite voix intérieure me murmurait de faire demi-tour. Mes amis, en bons ados idiots, riaient nerveusement et chuchotaient des blagues pour cacher leur propre malaise. Puis, tout a changé quand l'un d'eux a trébuché sur une vieille boîte en bois, près de l'escalier. À l'intérieur, parmi des objets poussiéreux et sans intérêt, se trouvait une poupée. Je m'en souviens comme si c'était hier, une poupée ancienne, habillée comme une enfant de l'époque victorienne, avec des yeux en verre fixe et un sourire délicat. Il y avait quelque chose de troublant dans cette poupée, quelque chose de presque humain. Je n'avais jamais aimé les poupées, mais celle-ci me mettait particulièrement mal à l'aise. Je l'ai touchée, sans vraiment savoir pourquoi, et un frisson glacé m'a parcouru. Mes amis ont trouvé ça drôle, disant que j'avais peur d'une simple poupée. L'un d'eux, Marc, a même plaisanté en disant que je devrais l'emporter comme souvenir. En y repensant, j'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose dans mon esprit m'a poussé à la ramasser et à la mettre dans mon sac. C'était une impulsion idiote, un mélange de défi et de curiosité morbide. Nous avons quitté la maison peu après, convaincus que nous venions de relever le défi ultime. Ce n'est que lorsque je suis rentré chez moi que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. La poupée, posée sur une chaise près de mon lit, semblait me fixer. La lumière de ma lampe de chevet créait des ombres inquiétantes sur son visage. Je l'ai ignoré, me disant que j'étais juste fatigué et que ma nervosité jouait avec mon imagination. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve troublant. J'étais dans cette vieille maison, errant dans les pièces vides, et je pouvais entendre une voix murmurer mon nom, comme un souffle. Les murs semblaient se refermer sur moi, et chaque fois que je me retournais, la poupée apparaissait, me fixant de ses yeux vides, toujours un peu plus proche. Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur. La poupée était toujours là, sur la chaise, mais j'aurais juré qu'elle avait légèrement changé de position. Les jours suivants, la sensation de malaise s'intensifiait. Je trouvais la poupée dans des endroits où je ne l'avais pas laissée, et mes nuits étaient hantées par des cauchemars de plus en plus réalistes. Je la voyais marcher lentement vers moi, ses petits pieds claquant sur le sol, et chaque fois que je tentais de m'échapper, mes jambes refusaient de bouger. La sensation de paralysie devenait si intense que j'avais du mal à respirer. Chaque matin, je me réveillais épuisé et couvert de bleus inexplicables. Un soir, après une nouvelle nuit agitée, j'ai décidé de me débarrasser de la poupée. J'ai pris une pelle et je l'ai enterrée au fond du jardin, loin de ma maison. Mais ça n'a pas suffi. Cette nuit-là, les cauchemars ont empiré. La poupée était de retour dans mon rêve, mais cette fois, elle parlait. Une voix glaciale et sifflante murmurait des choses incompréhensibles, des mots que je ne connaissais pas, mais que je comprenais instinctivement. Elle répétait inlassablement, « Tu m'as ramené, et maintenant, tu dois rester. » Je me suis réveillé en hurlant. Mes parents, inquiets, ont essayé de comprendre ce qui se passait, mais je ne pouvais pas leur expliquer. Qui aurait cru une histoire pareille? Qui croirait qu'une vieille poupée pouvait hanter mes nuits et manipuler mon esprit? J'ai fini par ne plus parler de mes cauchemars, ni de la sensation oppressante qui pesait sur moi. Mais un matin, en me levant, j'ai vu la terre fraîchement remuée près de la clôture du jardin. Le cœur battant, je me suis approché et j'ai découvert, posée là, intacte, la poupée que j'avais enterrée. Ses yeux de verre brillaient d'une lueur sinistre sous le soleil levant, et son sourire semblait légèrement plus grand, presque moqueur. Je n'ai plus jamais tenté de la détruire. Je l'ai laissée là, immobile, mais toujours présente.
La vieille maison a été rasée l'année suivante, mais la poupée, elle, ne m'a jamais quitté. Même en déménageant loin de cette ville, j'entends encore parfois son murmure la nuit, un souffle glacé répétant mon nom, et je crains le moment où je la verrai de nouveau, apparaissant à l'ombre d'un recoin sombre. La maison où je vivais quand j'étais enfant avait quelque chose de particulier, surtout la nuit. Située à la lisière de la ville, elle faisait face à une grande forêt. Les arbres semblaient se rapprocher un peu plus chaque année, comme s'ils cherchaient à envelopper notre maison dans leurs ombres. La nuit, le vent sifflait entre les branches et créait une symphonie inquiétante. Je me souviens des histoires que racontaient les voisins, celles d'apparitions étranges aperçues à travers les fenêtres des maisons isolées. Mes parents n'étaient pas superstitieux, et moi non plus. Je n'avais jamais prêté attention à ces histoires jusqu'à cette nuit d'Halloween où tout a basculé. J'avais à peine 13 ans, et cette année-là, mes parents étaient partis à une fête chez des amis, me laissant seul à la maison pour la première fois un soir d'Halloween. J'avais essayé de paraître courageux, mais l'idée de passer la soirée seul dans cette maison me glaçait d'avance. Pour me rassurer, j'avais tout prévu, des films d'horreur à regarder avec une lampe de poche sous les couvertures, des snacks et un téléphone à portée de main. La soirée s'est déroulée comme prévu. Les premiers films m'ont fait frissonner, mais je me suis convaincu que je n'avais rien à craindre. Pourtant, une sensation de malaise persistait. Un léger grattement contre la fenêtre du salon me perturbait par moments, mais je me disais que c'était juste le vent. À un moment, alors que je m'étais levé pour aller chercher une boisson, mon regard a été attiré par la fenêtre du salon. La lune brillait faiblement à travers les rideaux partiellement tirés, projetant des ombres mouvantes sur le sol. J'ai hésité, puis j'ai tiré légèrement le rideau pour voir dehors. Je n'aurais pas dû. Là, dans l'obscurité, juste de l'autre côté de la vitre, il y avait une silhouette. Un homme, immobile, les bras le long du corps, me fixant. Mon souffle s'est coupé, et mon cœur s'est mis à battre furieusement. Il portait une sorte de manteau sombre et un chapeau au large bord, ce qui masquait la moitié de son visage. Mais ses yeux, je pouvais les voir, brillaient d'une lueur froide dans la nuit. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit. Juste là, immobile, me fixant. J'ai reculé précipitamment, trébuchant sur le tapis. Mon esprit se débattait entre l'envie de fuir et la peur irrationnelle de faire un mouvement brusque. J'ai jeté un coup d'œil furtif vers la fenêtre, mais la silhouette était toujours là. Figée, comme une statue, mais terriblement vivante. J'ai attrapé mon téléphone et, les mains tremblantes, j'ai essayé d'appeler mes parents. Pas de réponse. Je me suis précipité dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. J'ai pris une grande respiration, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un voisin déguisé, un farceur, ou peut-être un mauvais rêve. Mais une voix intérieure me murmurait que ce n'était pas le cas. J'ai attendu un long moment, sans oser bouger. Le silence s'est installé, lourd, oppressant. Et puis, j'ai entendu quelque chose d'infime, à peine un murmure, le grattement à ma fenêtre de chambre. Mon cœur s'est arrêté. C'était impossible. Ma chambre était à l'étage. Personne ne pouvait atteindre cette fenêtre sans une échelle ou une intention particulière. Je me suis approché lentement, retenant mon souffle. Quand j'ai osé jeter un coup d'œil par le coin du rideau, il était là. Le même homme, debout, me fixant avec ses yeux brillants. La panique m'a envahi, et j'ai senti des larmes de peur couler le long de mes joues. Il a levé une main, comme s'il allait frapper à la vitre, mais il n'en a rien fait. Il s'est contenté de me regarder, et ses lèvres ont semblé esquisser un sourire. J'ai hurlé. Je me suis enfui de la chambre, dévalant les escaliers à toute vitesse. J'ai vérifié toutes les portes, les fenêtres, m'assurant qu'elles étaient bien verrouillées. J'étais seul dans cette grande maison, avec cette silhouette à l'extérieur qui semblait pouvoir se déplacer silencieusement d'une fenêtre à l'autre. Chaque pièce me paraissait désormais hostile, chaque ombre prête à me trahir. Je me suis réfugié dans le placard sous l'escalier, tremblant de tous mes membres, incapable de penser clairement. Mon esprit tournait en boucle, qui était cet homme? Comment avait-il pu se déplacer si vite? Qu'est-ce qu'il me voulait? Je suis resté là, recroquevillé, jusqu'à ce que j'entende enfin la voiture de mes parents entrer dans l'allée. Je me suis précipité vers eux,
effrayé mais soulagé. J'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé, mais ils ont mis ça sur le compte de mon imagination et des films d'horreur que j'avais regardés. Peut-être avaient-ils raison, après tout. J'ai essayé de me convaincre que j'avais tout imaginé. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et pendant des semaines, j'ai évité les fenêtres dès que la nuit tombait. Les années ont passé, mais ce souvenir reste gravé dans ma mémoire. Encore aujourd'hui, quand je suis seul chez moi, je ne peux m'empêcher de vérifier les fenêtres plusieurs fois. Et chaque fois que le vent souffle entre les branches et que j'entends ce grattement familier, je me rappelle de ce visage et de ce sourire glacial derrière la fenêtre. On a tous une pièce dans une maison qu'on préfère éviter. Celle qui a une atmosphère particulière, une odeur différente, ou une sensation de froid inexplicable. Dans la maison de mes parents, c'était la chambre d'amis. Une petite pièce au fond du couloir, rarement utilisée, où les invités séjournaient rarement plus d'une nuit. Ce n'était pas une pièce sinistre à première vue, juste un endroit oublié, encombré de vieux meubles et de cartons pleins de souvenirs. Mais à Halloween, tout a changé pour moi. J'étais rentré de l'université pour quelques jours, et mes parents avaient organisé une grande fête d'Halloween. Une soirée où la maison était pleine de monde, de rires, de costumes et de musique. J'aimais ces moments où tout semblait redevenir comme avant, comme si rien n'avait changé. J'étais de retour chez moi, entouré de mes souvenirs d'enfance, et tout allait bien. La soirée a duré tard, et quand les derniers invités sont partis, mes parents ont rangé rapidement avant de partir se coucher. Épuisé, j'ai décidé de rester dans le salon un peu plus longtemps, profitant du silence après la tempête. J'étais sur le point de monter me coucher quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une faible lueur émanait de la chambre d'amis au bout du couloir. La porte, d'ordinaire fermée, était entrebâillée. Je savais que personne n'y avait été pendant la fête. Mes parents n'y allaient presque jamais, et encore moins les invités. Intrigué, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être oublié d'éteindre une lumière ou laissé une bougie allumée. J'ai donc décidé d'aller vérifier, histoire d'éviter un accident. Le couloir était plongé dans l'obscurité, et plus je m'approchais de la chambre d'amis, plus je ressentais une étrange sensation de malaise, comme si chaque pas me rapprochait de quelque chose que je ne devrais pas voir. En arrivant devant la porte, j'ai hésité. Une vieille habitude d'enfance, ce sentiment irrationnel que la chambre d'amis était un endroit qu'il fallait éviter. Je me suis moqué de moi-même et j'ai poussé la porte doucement. L'intérieur de la chambre était faiblement éclairé par la lumière de la lune filtrant à travers les rideaux fins. Les vieux meubles baignaient dans cette lueur argentée, projetant des ombres étranges sur les murs. Rien de vraiment anormal, me suis-je dit. J'allais refermer la porte quand j'ai aperçu quelque chose dans le reflet du miroir posé contre le mur. Une silhouette. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Le miroir reflétait l'intérieur de la chambre et, juste à côté de la fenêtre, une forme sombre se tenait immobile, comme une ombre plus épaisse que les autres. J'ai cligné des yeux, pensant que ma vision me jouait des tours. Mais quand j'ai de nouveau regardé, la silhouette était toujours là. Elle ne bougeait pas, mais je pouvais sentir un regard pesant, une présence hostile, même si je ne voyais aucun visage. Je n'avais pas l'intention d'entrer. La panique montait en moi, et mon instinct me disait de partir, de ne pas rester là une seconde de plus. J'ai fermé la porte brusquement et je suis retourné dans le salon, essayant de rationaliser ce que j'avais vu. C'était une ombre, rien de plus. Peut-être une illusion causée par la lune ou par ma fatigue. Mais la nuit n'était pas terminée. En me dirigeant vers ma chambre, j'ai entendu un bruit sourd, comme un craquement de plancher, provenant de la chambre d'amis. Mon souffle s'est coupé. Quelque chose bougeait là-dedans. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le couloir semblait s'étirer, les ombres s'épaississaient, et l'air devenait de plus en plus lourd. Je me suis enfermé dans ma chambre, espérant que la nuit passerait vite. J'ai tenté de m'endormir, mais à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette silhouette dans le miroir. L'idée de la revoir me paralysait, et l'impression d'être observé persistait, comme une vague de froid m'enveloppant. Vers 3 heures du matin, un bruit léger m'a réveillé. Un grattement, venant du couloir, juste à côté de ma porte. J'ai retenu mon souffle,
espérant que ce n'était rien de plus qu'un bruit de la vieille maison. Mais le grattement s'est intensifié, se rapprochant. Quelqu'un, ou quelque chose, frottait contre ma porte. Lentement, sans faire de bruit, j'ai tendu la main vers la lampe de chevet et l'ai allumée. Le grattement a cessé. Un silence angoissant a envahi la pièce. Je n'osais pas bouger. Puis, j'ai entendu le léger grincement d'une porte quelque part dans la maison. Mon sang s'est glacé. La chambre d'amis. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis levé et j'ai ouvert doucement la porte de ma chambre. Le couloir était sombre, faiblement éclairé par la lumière de la lune filtrant à travers une fenêtre. La porte de la chambre d'amis était à nouveau entrebâillée. Le miroir à l'intérieur renvoyait une lueur blafarde, et dans le reflet, j'ai aperçu la silhouette. Elle se tenait toujours là, immobile, mais plus distincte cette fois. Le cœur battant à tout rompre, j'ai refermé ma porte et je suis retourné dans mon lit, décidé à ne plus bouger jusqu'à l'aube. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu, le souffle court, écoutant les bruits de la maison et les battements frénétiques de mon cœur. Le lendemain matin, j'ai raconté à mes parents ce que j'avais vu. Ils ont souri, pensant que j'avais simplement eu trop d'imagination après une longue soirée. Je n'ai pas insisté, mais depuis cette nuit, je n'ai plus jamais mis les pieds dans cette chambre. Mes parents ont fini par la vider, puis la fermer à clé, déclarant qu'elle n'était plus utile. Mais parfois, quand je suis de passage et que la maison est silencieuse, j'entends encore ce grattement léger, et l'image de cette silhouette, debout devant le miroir, continue de me hanter. J'ignore ce que c'était, et je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que cette chambre d'amis n'était pas simplement un endroit oublié. Elle était un endroit habité, par une ombre qui, la nuit, attend patiemment derrière une porte entrebâillée. Je n'ai jamais été très religieux, mais il y avait quelque chose de fascinant dans l'ancienne église au bout de la ville. Abandonnée depuis des décennies, elle se dressait, solitaire, à l'écart des maisons, au milieu d'un cimetière envahi par les mauvaises herbes. Ses murs en pierre, noircis par le temps, et son clocher penché en faisaient un lieu de légende et de superstition locale. On racontait que chaque année, à la nuit d'Halloween, les cloches de cette église sonnaient, même si elles avaient été retirées bien des années auparavant. Je ne croyais pas aux histoires que racontaient les vieux du coin. J'avais toujours pensé que ce n'était que des légendes pour effrayer les enfants. Mais cette année-là, poussé par un mélange d'ennui et de curiosité, j'ai décidé d'aller vérifier par moi-même. J'avais entendu les récits de mes amis plus âgés, ceux qui prétendaient avoir entendu les cloches résonner dans la nuit, mais aucun d'eux n'avait osé s'approcher de l'église pour en avoir le cœur net. C'était une nuit froide, avec un vent mordant qui soufflait sur la ville. La plupart des maisons étaient plongées dans l'obscurité, leurs occupants endormis ou trop effrayés pour sortir. J'étais seul quand j'ai emprunté le vieux chemin qui menait à l'église. Le sentier était étroit, envahi par les ronces et les herbes hautes, et chaque pas semblait amplifié dans le silence pesant de la nuit. Quand je suis arrivé près de l'église, un sentiment de malaise a commencé à s'installer. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'air, une lourdeur que je n'arrivais pas à expliquer. Les pierres de l'église semblaient dégager une froideur qui se propageait jusqu'à mes os. Je me suis arrêté devant les lourdes portes en bois, maintenant défoncées et rongées par le temps. À l'intérieur, tout était plongé dans une obscurité totale. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit faible, lointain, presque imperceptible, un tintement. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était impossible. Les cloches avaient été retirées il y a des années. Je me suis avancé dans l'église, guidé par la lumière de ma lampe de poche, la main tremblante. Chaque pas résonnait, faisant craquer le vieux bois sous mes pieds. L'intérieur était comme figé dans le temps. Les bancs, bien que poussiéreux et effondrés par endroits, étaient toujours en place, et l'autel, recouvert de moisissures, semblait attendre des fidèles qui ne reviendraient jamais. La lumière de ma lampe se reflétait sur des fragments de vitraux brisés, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Et puis, je l'ai entendu de nouveau. Un son clair, une note cristalline, comme si une cloche invisible tintait doucement quelque part au-dessus de moi. Mon instinct me criait de partir, de ne pas insister, mais ma curiosité me poussait en avant. Je voulais savoir d'où provenait ce son.
Je suis monté lentement les marches menant au clocher. Chaque marche craquait, et le vent s'engouffrait par les fenêtres brisées, produisant un sifflement presque surnaturel. Arrivé en haut, j'ai pointé ma lampe de poche vers l'espace vide où les cloches étaient autrefois suspendues. Il n'y avait rien. Juste un vide sombre et froid. Mais les tintements continuaient, s'intensifiant lentement. Mon souffle se transformait en nuage de vapeur blanche, et mes mains étaient devenues glaciales malgré la lampe que je tenais fermement. J'ai fait un pas en avant, mes chaussures glissant légèrement sur la pierre humide. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose bouger dans l'ombre. Une silhouette, à peine perceptible, se tenait là, immobile, au fond du clocher. Je me suis figé, ma lampe de poche braquée sur la silhouette. C'était une figure humaine, mais floue, presque éthérée. Elle ne semblait pas m'avoir remarqué. Elle regardait fixement l'endroit où les cloches étaient autrefois suspendues, ses mains jointes comme en prière. J'ai murmuré un « bonjour », ma voix tremblant, mais la silhouette ne réagit pas. C'est alors que les cloches ont retenti, un tintement clair et puissant, comme si elles étaient encore là, dans toute leur grandeur. Le son résonnait dans tout le clocher, vibrant à travers les murs et jusqu'à mes os. J'ai senti un vertige m'envahir, et un souffle glacé a balayé le clocher, éteignant ma lampe de poche. Plongé dans l'obscurité, je ne pouvais plus rien voir, mais je sentais la présence de la silhouette, tout près de moi. Une voix a alors murmuré, faible et lointaine, comme portée par le vent, « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai tenté de répondre, mais mes lèvres étaient engourdies par le froid et la peur. Le tintement des cloches s'est intensifié, devenant presque assourdissant. Les murs de l'église semblaient vibrer, et des échos de chuchotements résonnaient de toutes parts. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger ou de parler. La silhouette s'est lentement tournée vers moi, et dans l'obscurité, j'ai vu deux yeux pâles briller, fixés sur moi. Il n'y avait rien d'humain dans ce regard, juste une profonde tristesse mêlée à une terreur indicible. L'air était devenu glacial, et mes jambes refusaient de répondre. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, figé dans l'obscurité, face à cette présence, mais chaque seconde semblait une éternité. Puis, soudainement, les cloches ont cessé de sonner. Le silence est retombé brutalement, et avec lui, la silhouette a disparu. La lueur de ma lampe s'est rallumée d'elle-même, et j'ai pris conscience de la réalité de ce qui venait de se passer. Je me suis enfui de l'église, descendant les marches 4 à 4, et j'ai couru jusqu'à chez moi sans me retourner. Mes jambes flageolaient, et mon cœur battait encore frénétiquement quand j'ai enfin atteint la sécurité de ma chambre. Je n'ai rien raconté à personne. Après tout, qui me croirait ? Depuis, je ne suis jamais retourné à cette église. Mais parfois, tard le soir, quand le vent souffle à travers la ville, j'entends ce léger tintement, ces cloches invisibles résonner à travers les ombres. Et chaque fois, je ressens ce même souffle glacé et cette présence, comme si quelque chose m'observait encore, attendant patiemment mon retour. Je n'ai jamais eu peur du noir, même quand j'étais petit. Contrairement à beaucoup d'enfants, je pouvais dormir sans veilleuse, sans craindre que quelque chose ne m'attende sous mon lit. Mais tout a changé quand j'ai emménagé dans une vieille maison, avec mes parents, l'année de mes 15 ans. C'était une maison classique, un peu décrépite, mais charmante, située à la périphérie de la ville. La seule chose qui me dérangeait vraiment, c'était ce vieux placard dans ma chambre. Le placard était grand, construit à l'ancienne, avec des portes coulissantes en bois qui grinçaient à chaque mouvement. Rien de spécial, à première vue, mais il y avait cette odeur de renfermé, comme un mélange de poussière et de vieux tissus moisis. Ce genre d'odeur qui donne l'impression que le placard respire. Mes parents m'ont dit de ne pas y faire attention, que c'était juste une vieille maison qui avait besoin d'un coup de frais. Pourtant, chaque nuit, j'avais cette sensation d'être observé depuis ce placard. Halloween approchait, et je passais mes soirées à décorer la maison et à préparer mon déguisement. Mes parents avaient prévu de sortir cette nuit-là pour une fête, et j'avais l'intention d'en profiter pour regarder des films d'horreur en grignotant des sucreries, seul à la maison. Rien de bien effrayant, pensais-je. Cette nuit-là, la maison était plongée dans le silence après le départ de mes parents. J'étais dans ma chambre, allongé sur mon lit, en train de regarder un film quand j'ai entendu un léger grincement.
C'était ce même bruit que j'entendais parfois en m'endormant, celui des portes coulissantes du placard qui semblaient se déplacer seules. J'ai baissé le volume de ma télé et tendu l'oreille. Le grincement s'est arrêté, mais une sensation étrange me parcourait. Je me suis levé et, d'un pas hésitant, j'ai allumé la lumière de ma chambre. Les portes du placard étaient entr'ouvertes. J'étais pourtant sûr de les avoir fermées avant de me coucher. J'ai secoué la tête, me moquant de ma propre paranoïa, et je les ai refermées en vérifiant bien qu'elles étaient bien fermées. Je suis retourné à mon film, tentant de faire abstraction de cette petite montée d'adrénaline. Puis, ça a recommencé. Un autre grincement, un peu plus fort cette fois, suivi d'un léger raclement. J'ai mis le film en pause et je me suis levé. Les portes étaient de nouveau ouvertes, légèrement, à peine 1 centimètre, mais assez pour me rendre fou. Cette fois, la peur s'insinuait en moi. J'ai attrapé une chaise et je l'ai placée devant les portes du placard, juste pour être sûr qu'elle ne bougerait plus. En retournant à mon lit, une sensation d'oppression a commencé à monter. J'avais l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, m'observait depuis ce fichu placard. J'essayais de me convaincre que c'était dans ma tête, que l'imagination pouvait jouer de mauvais tours. C'était Halloween après tout, le moment où l'esprit est le plus réceptif aux légendes et aux histoires effrayantes. Mais le silence était de nouveau troublé par ce grincement, cette fois suivi d'un bruit sourd, comme un coup frappé contre l'intérieur des portes du placard. La chaise avait bougé, légèrement décalée par rapport à son emplacement initial. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je me suis approché du placard, à la fois terrifié et irrésistiblement attiré par l'idée de voir ce qu'il s'y passait. J'ai pris une grande respiration et j'ai ouvert les portes d'un coup. Rien. Juste mes vêtements suspendus, les vieilles étagères poussiéreuses et un tas de vieilles boîtes rangées au fond. J'ai soupiré de soulagement, un peu honteux de ma propre peur. Je refermais les portes quand quelque chose m'a arrêté net. Une main. Une main blanche, à peine visible entre 2 boîtes, dépassait du fond du placard. Mon corps s'est figé de terreur. La main était immobile, comme celle d'un mannequin, mais il y avait quelque chose de trop réaliste dans la pâleur de sa peau, dans les légères courbures des doigts. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Rassemblant tout mon courage, j'ai décidé de m'approcher pour examiner cette chose. J'ai déplacé une des boîtes, le cœur battant à tout rompre, et à mesure que je le faisais, la main semblait bouger légèrement, se contractant comme sous l'effet d'un spasme. J'ai pris un pas de recul, et c'est là que la main a commencé à ramper lentement, comme une araignée, glissant sur le sol du placard en ma direction. J'ai hurlé, et j'ai refermé les portes du placard de toutes mes forces, poussant la chaise contre elle pour les bloquer. Je suis sorti de ma chambre en courant, le souffle court, mes jambes tremblant sous moi. J'ai verrouillé la porte de ma chambre derrière moi et je suis descendu dans le salon, m'assurant que toutes les lumières étaient allumées. Je n'ai pas osé retourner dans ma chambre cette nuit-là. J'ai attendu le retour de mes parents, le regard rivé sur les escaliers, redoutant de voir quelque chose descendre lentement. Quand ils sont enfin revenus, j'ai essayé de leur expliquer ce que j'avais vu, mais ils ont ri, me disant que je m'étais laissé emporter par l'esprit d'Halloween. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Le lendemain, j'ai vérifié mon placard à la lumière du jour. Il n'y avait rien, aucune trace de la main. Juste mes vêtements et mes vieilles affaires. Mais chaque nuit depuis, je ne peux m'empêcher de repenser à cette main, à la sensation glaciale de ses doigts qui semblaient se rapprocher. Je ne dors plus avec les portes du placard ouvertes, et je ne regarde plus dans l'obscurité à l'intérieur. Quand j'avais 16 ans, mes parents ont acheté une vieille maison en périphérie de la ville. C'était une bâtisse à l'architecture classique, avec de grandes pièces et des planchers en bois qui craquaient à chaque pas. Elle avait ce charme ancien, mais avec un côté légèrement inquiétant, comme si elle portait en elle les souvenirs d'époques révolues. Mes parents étaient ravis de cette nouvelle acquisition, mais moi, j'étais moins enthousiaste. Il y avait quelque chose de bizarre, de pesant, surtout dans ma chambre, qui était située au bout du couloir. Dès la première nuit, j'ai ressenti un malaise. Ce n'était pas une peur irrationnelle, mais plutôt une sensation de ne pas être seul. C'est difficile à décrire,
mais je sentais que, sous la surface de cette maison, il y avait quelque chose de caché. Les nuits étaient particulièrement angoissantes, et le silence oppressant était souvent brisé par les craquements du plancher. J'ai d'abord pensé que c'était le bois qui travaillait, mais bientôt, les bruits sont devenus plus spécifiques. La première fois que je l'ai entendu, c'était vers minuit. Un léger murmure, presque inaudible, provenant de sous le sol de ma chambre. Je me suis redressé, tendant l'oreille, essayant de comprendre d'où venait ce son. J'ai pensé que c'était peut-être le vent soufflant sous les vieilles lattes de bois. J'ai haussé les épaules et me suis rendormi, en essayant de me convaincre que ce n'était rien. Mais les murmures ont persisté. Chaque nuit, à la même heure, ils semblaient se renforcer, se faire plus clairs. Ce n'était pas un simple bruit de vent ou de tuyauterie. C'étaient des voix, chuchotant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Parfois, elles semblaient échanger des mots doux, parfois des prières ou des supplications. La nuit d'Halloween, les murmures se sont transformés en pleurs étouffés, et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je me suis levé, une lampe torche à la main, et je me suis accroupi au milieu de ma chambre, plaçant mon oreille contre le plancher. Les pleurs s'étaient arrêtés, remplacés par un silence pesant. J'ai respiré profondément, mon cœur battant la chamade, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un rêve éveillé, le fruit de mon imagination fertile en cette période de l'année. Mais soudain, les chuchotements ont repris, plus proches cette fois, comme si quelqu'un parlait juste en dessous de moi. Des mots indistincts, des syllabes chuchotées dans une langue que je ne reconnaissais pas. Pris de panique, j'ai bondi hors de ma chambre et me suis précipité dans le couloir, allumant toutes les lumières sur mon passage. J'ai réveillé mes parents, leur expliquant, le souffle coupé, que j'entendais des voix sous le plancher. Mon père a ri, pensant que j'avais écouté trop d'histoires effrayantes. Mais il a fini par me suivre, une lampe à la main, pour vérifier. Nous avons tout inspecté, et il n'a rien trouvé d'anormal. Juste du vieux bois et quelques toiles d'araignée. C'est la maison qui craque, c'est tout, m'a-t-il dit en souriant. Je voulais le croire. J'ai vraiment essayé. Mais les nuits suivantes, les murmures sont devenus plus fréquents, plus insistants. Il semblait parfois prononcer mon nom, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Je dormais de moins en moins, et la fatigue accentuait ma paranoïa. Un soir, j'ai pris la décision de découvrir ce qui se passait réellement. Après que mes parents se soient endormis, j'ai pris un tournevis et une lampe torche, et j'ai commencé à soulever les lattes du plancher de ma chambre, lentement, prudemment. Le bois était vieux et grinçait à chaque mouvement. J'ai finalement réussi à soulever une large planche, et une odeur de terre humide s'est échappée du trou. En pointant ma lampe à l'intérieur, j'ai vu un vide sombre, un espace étroit entre le plancher et le sol de la maison. C'est alors que les voix ont repris, cette fois plus claires, comme si elles venaient directement de cet espace. Un souffle glacé a traversé la pièce, et j'ai eu l'impression que quelque chose bougeait en dessous. Les chuchotements se transformaient en cris étouffés, des appels à l'aide désespérés. Je me suis penché au-dessus du trou, essayant de comprendre ce que je voyais. Et là, j'ai aperçu une silhouette. Une forme pâle, vaguement humaine, mais déformée, qui se déplaçait lentement, rampant sous le plancher. Des mains blanchâtres griffaient le bois, cherchant une issue. Je suis tombé en arrière, mon esprit refusant d'accepter ce que mes yeux voyaient. La silhouette m'a regardé, ou du moins j'en ai eu l'impression. Ses yeux, ou ce qui semblait être des yeux, brillaient faiblement dans l'obscurité. Je n'ai pas réfléchi. J'ai refermé le trou aussi vite que possible, plaquant la planche de toutes mes forces, et je suis sorti de la chambre en courant, claquant la porte derrière moi. J'ai passé le reste de la nuit dans le salon, assis, les lumières allumées, le regard fixé sur l'escalier, m'attendant à voir la silhouette apparaître à tout moment. Le lendemain, j'ai raconté tout ça à mes parents, mais encore une fois, ils ont refusé de me croire. Mon père a vérifié le plancher, mais il n'a rien trouvé d'étrange. Les lattes étaient parfaitement en place, et il m'a sermonné pour avoir abîmé le sol de ma chambre. J'étais seul avec cette terreur, sans aucune preuve de ce que j'avais vu. Peu après, j'ai insisté pour déménager ma chambre au rez-de-chaussée. Mes parents ont fini par céder, pensant que ce n'était qu'une phase passagère. Depuis, je ne suis plus jamais retourné dans cette chambre, et nous avons même fini par déménager peu de temps après. Mais les souvenirs de ces voix,
de ses mains blafardes griffant le bois, continue de me hanter. Je n'ai jamais aimé sculpter des citrouilles. C'était une tradition que mes parents adoraient, mais pour moi, ce n'était qu'une corvée. Chaque année, ils insistaient pour que l'on découpe les plus grosses citrouilles et que l'on crée des visages effrayants, éclairés de l'intérieur par des bougies. Mais cette année-là, tout a changé. Je me souviens que mes parents avaient trouvé une citrouille particulièrement énorme, une vraie pièce maîtresse selon eux. Mon père avait insisté pour qu'on la sculpte ensemble, et comme d'habitude, j'avais cédé à contre-cœur. L'automne était bien installé, et l'air frais de fin d'octobre apportait avec lui une ambiance un peu mystique. Les feuilles mortes craquaient sous nos pieds et les bruits du vent résonnaient entre les arbres dénudés. Une nuit parfaite pour se plonger dans les préparatifs d'Halloween. Nous avions placé la citrouille sur la table de la terrasse et, sous l'insistance de mon père, nous avons commencé à creuser l'intérieur. J'étais distrait, regardant les ombres danser sur les murs de la maison, lorsque ma mère a proposé un visage effrayant, un regard perçant et une bouche en rictus. Le genre de choses que l'on voyait chaque année. Mais cette fois, j'ai ressenti une étrange appréhension. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai voulu faire quelque chose de plus réaliste, de plus détaillé. Je voulais que les yeux aient l'air vivants. J'ai donc creusé avec soin, faisant des détails minutieux pour que le regard soit profond, qu'il suive presque les passants. Mon père s'est moqué de moi, disant que je prenais tout cela trop au sérieux, mais j'étais concentré, comme attiré par l'idée de rendre ce regard aussi réaliste que possible. Une fois terminé, nous avons placé une bougie à l'intérieur et allumé la mèche. La lueur a donné aux yeux de la citrouille une profondeur qui m'a fait frissonner. On aurait dit qu'elle me fixait, suivant chacun de mes mouvements. Je me suis dit que j'étais probablement fatigué, que mon imagination me jouait des tours après toutes ces heures à découper et à sculpter. Les premiers jours, la citrouille est restée sur notre porche, attirant les regards admiratifs des voisins. J'étais assez fier de mon travail, jusqu'à ce que certaines choses étranges commencent à se produire. La première fois que j'ai remarqué un changement, c'était en rentrant de l'école. J'ai jeté un coup d'œil à la citrouille, et j'ai eu l'impression que les yeux avaient légèrement changé de position, comme s'ils regardaient un peu plus vers l'entrée de la maison. J'ai secoué la tête en me disant que je devais être paranoïaque. Le soir venu, alors que nous dînions, mon père a mentionné en plaisantant que la citrouille semblait l'observer lorsqu'il rentrait du travail. Il a ri, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une nervosité que je n'avais jamais entendue chez lui. J'ai prétendu que c'était à cause des bougies et du jeu de lumière, mais au fond de moi, un malaise grandissait. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, comme si quelque chose m'avait tiré de mon sommeil. J'ai entendu un bruit léger, comme un grattement venant de dehors. En me levant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre, qui donnait directement sur le porche. La bougie de la citrouille brûlait encore, et je pouvais voir ses yeux briller dans l'obscurité. J'ai frissonné, sentant une sueur froide perler sur mon front. J'aurais juré qu'elle me regardait droit dans les yeux, à travers la vitre. J'ai fermé les rideaux et essayé de me rendormir, mais les grattements ont continué. Le lendemain matin, en allant vérifier, j'ai remarqué des marques profondes dans le bois du porche, comme si quelque chose avait essayé de creuser. J'ai demandé à mes parents s'ils avaient entendu quelque chose, mais ils m'ont dit que j'avais dû rêver. Les jours ont passé, et le comportement de la citrouille devenait de plus en plus troublant. Chaque fois que je la regardais, les yeux semblaient légèrement décalés, fixant des endroits différents de la maison. Une nuit, je me suis réveillé avec l'impression d'étouffer, comme si l'air de ma chambre était devenu oppressant. En me levant, j'ai vu que ma fenêtre était ouverte, et les rideaux flottaient sous l'effet d'un vent glacial. Dehors, la citrouille me fixait toujours, ses yeux brillant d'une lueur presque malsaine. J'ai essayé de dire à mes parents que quelque chose n'allait pas, mais ils ont mis cela sur le compte de mon imagination. Après tout, c'était Halloween, et j'étais un adolescent avec une grande créativité. Le soir d'Halloween, des enfants ont commencé à venir frapper à notre porte pour demander des bonbons. Je me tenais près de l'entrée, et je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs à la citrouille. Les enfants semblaient eux aussi mal à l'aise, certains reculaient, refusant de s'approcher trop près. L'un des plus petits a même éclaté en sanglots en disant à sa mère que la citrouille le regardait méchamment. Après la fête,
j'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris une pelle dans le garage, décidé à détruire cette citrouille. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette certitude absolue qu'il fallait s'en débarrasser. Quand j'ai levé la pelle et frappé, un craquement sourd a résonné, suivi d'un bruit humide qui m'a fait frémir. Ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a glacé le sang. Il y avait des restes de chair en décomposition, des morceaux indistincts qui dégageaient une odeur fétide. Les yeux de la citrouille, que j'avais soigneusement sculptés, n'étaient plus de simples creux, mais semblaient pleins, comme s'ils avaient été remplacés par quelque chose de vivant, quelque chose d'humain. Pris de panique, j'ai tout brûlé. J'ai jeté les morceaux dans un vieux tonneau en métal et j'ai allumé un feu. Les flammes ont englouti la citrouille, mais cette odeur, et surtout ce regard, me hante encore aujourd'hui. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais sculpté de citrouille. Chaque automne, quand les premières décorations d'Halloween apparaissent, je ressens une angoisse sourde, une peur irrationnelle de revoir ce regard, ces yeux vivants qui semblaient me suivre partout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.